Coucou Morgane, Salut Arthur, comment tu vas aujourd'hui? ça va pas trop mal. Je suis content de faire cet épisode avec toi. Ouais. Ouais, Ouais, bah moi je suis ravi de t'avoir aussi. Donc on va direct jumper dedans si t'es chaud parce ouais. que je pense que euh, euh, les gens doivent peut-être déjà savoir qui tu es, mais je te Mhm. laisse te présenter. Oui, très bien. Alors je m'appelle Morgane. Sur les réseaux sociaux, j'ai le surnom de Jurixio puisque je fais des vidéos pour les étudiants en droit, sur le droit, sur Mhm. la justice, et je suis sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Et à côté de ça, je suis aussi enseignant à la fac de droit, Mhm. ce qui me permet d'avoir cette petite double casquette. Ah, c'est cool, mais ça fait depuis combien de temps que tu fais cette activité en ligne? Alors, l'activité en ligne, elle a commencé il y a 8 ans, en 2016. Ok. J'ai commencé par YouTube et après, petit à petit, je me suis développé sur les autres réseaux. Ah, c'est trop bien, c'est Et trop cool que tu fais. T'es un peu la référence, du coup, j'imagine tous les gens en droit te connaissent, quoi. trop peut-être, alors j'aime pas dire que je suis la référence, mais en tout cas, si je peux aider quelques étudiants en droit, c'est toujours cool. Et j'espère qu'il y aura des étudiants en droit qui écouteront mon Ouais, podcast. si vous êtes là, vous êtes les bienvenus. Mhm. Bah, écoute, ce que je te propose, Morgane, comme on a dit en off, tout simplement, bah, tu racontes un peu ton histoire par rapport à l'anxiété. Ok, Donc, comment ça s'est développé. Et on va utiliser un peu ça comme fil conducteur pour voir bah, quelles sont les problématiques du moment, bien sûr. quel obstacle on peut enlever pour toi maintenant. Mhm. Et puis en même temps, bah, aider ceux qui vont se reconnaître dans ton cas, quoi. Ça Ok, te va? ok, avec plaisir. Ça Let's go. marche. Alors, pour recontextualiser un petit peu tout ça, donc moi, effectivement, je souffre aujourd'hui d'anxiété généralisée et d'autres choses aussi qui sont accessoires, mais pour recontextualiser un petit peu tout ça, pendant, on va dire, 30 ans de ma vie, puisque j'ai 32 ans, pendant 30 ans de ma vie, l'anxiété pour moi, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Du Mhm. moins, l'anxiété généralisée, j'étais un peu angoissé quand même, je suis quelqu'un d'assez angoissé par nature, mais pour autant, toutes les problématiques d'anxiété généralisée, vraiment, quand ça devient pathologique, Ouais. j'en avais pas connaissance. La dépression, pour moi, c'était des gens faibles, c'était des gens qui voulaient pas avancer, des gens... J'avais vraiment cette image, alors je dénigrais pas les gens qui étaient en dépression, mais j'avais cette image de, oui, si tu es en dépression, c'est que tu peux faire un effort ou quoi que ce soit. Mhm. Donc voilà, moi, à la base, pendant 30 ans, ça a été ça, sauf que à l'année de mes 30 ans, alors peut-être y a-t-il un lien qu'il faut y Ouais. faire, mais j'ai remarqué que souvent ça se développe, il y a pas mal de personnes que je connais ont eu ces troubles qui se sont développés autour de cet âge-là, donc il y a peut-être un âge aussi qui peut être important. Et donc, année de mes 30 ans, on est donc en 2022, puisque je vais contextualiser les choses. 2022, l'année de mes 30 ans est super, sauf que arrive le mois de novembre 2022, où je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai affreusement mal au ventre toute la journée ce jour-là. J'ai très très mal au ventre, je me sens pas bien du tout. Et à un moment, je décide, parce que j'étais tellement mal, je pensais avoir mangé quelque chose de travers, j'étais tellement mal que je suis allé aux toilettes pour aller Mhm. vomir. Donc je me dis, Mhm. allez, je vais aux toilettes pour aller vomir. Sauf que en vomissant, je fais un malaise vagal, c'est-à-dire que je tombe dans les pommes, je m'évanouis. Et Mhm. eh bien, je me réveille ensuite totalement perdu. Quelques secondes, enfin quelques minutes plus tard, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et donc après, je suis allé aux urgences parce qu'on a appelé les pompiers. Je suis allé aux urgences et ils m'ont dit que c'était un malaise vagal, qu'il n'y avait rien de grave, pas de problème cardiaque a priori, donc que c'était purement vagal, que c'était lié à l'angoisse probablement, au stress. Ça, Mhm. c'est la première chose. Donc on est en novembre 2022. Bon, il y a cet épisode qui me rappelle que je devrais quand même un petit peu me reposer ou lever un peu le pied, puisque mon Ouais. activité est très prenante. J'adore ce que je fais. Je bosse beaucoup, voire trop, et c'est peut-être ce qui m'a Ouais. desservi. Mais voilà, donc j'essaie de lever un petit peu le pied pendant quelques mois pour me reposer. Donc, sauf qu'on passe en 2023, en février 2023, il m'arrive exactement la même chose qui m'est arrivé en novembre 2022. C'est-à-dire que Mhm. il y a un jour, j'ai mal au ventre, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas du tout ce qui se passe, je vais vomir et je me fais un malaise en vomissant. Je savais pas que c'était possible et c'était vraiment assez inconfortable. C'est vrai que faire des malaises, après justement j'ai développé une phobie avec les malaises, tout ça, mais on y reviendra Mhm. après. Euh, donc là c'est quand même, je me dis, oula, il y a un truc qui va pas.
Et ensuite, quelques semaines plus tard, 2 semaines plus tard, je suis en boîte de nuit avec des amis, on fait la fête. Et je sais pas ce qui se passe, mais d'un coup, je fais une crise d'angoisse et j'avais un petit peu bu, j'avais un petit peu bu d'alcool. Et je m'angoisse, je m'angoisse, je m'angoisse. Et là aussi, dans la boîte de nuit, je m'évanouis. Il est 2 heures du matin, je m'évanouis, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je me réveille quelques minutes plus tard avec une femme qui était infirmière qui me demande, qui me touchait mon pouls pour voir si ça allait. Donc, l'histoire, ça part de là. Ça part vraiment de ces 3 épisodes de malaise vagal. Alors, Ouais. j'avais fait des malaises vagos auparavant, quelqu'un d'assez stressé, mais c'était vraiment pas problématique. Sauf que ce dernier malaise vagal en particulier a été problématique puisqu'il est intervenu en boîte de nuit, en discothèque, c'est-à-dire dans un lieu public. Et Ouais. ce qui a entraîné le lendemain, je me souviens, le lendemain de ce jour-là, le lendemain, je vais aller pour faire mes courses. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je fais une crise d'angoisse en arrivant dans le supermarché. C'est-à-dire que j'arrive pas à rentrer dans le supermarché tellement que je suis angoissé. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Et là, je me dis, oula, il y a un truc qui ne va pas. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et donc, à la suite de cela, je me dis quand même, il y a un truc qui ne va pas. Il faudrait très bien d'aller voir un psy. Et je retarde un petit peu parce que bon, psy, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et puis bon, est-ce que c'est vraiment utile? On se dit machin. Bon. Et en fin de compte, donc, le temps passe. Je me pose, hein, je me relève, j'essaie de réfléchir pourquoi c'est arrivé Ouais. tout ça. Le temps passe et sauf que je vais avec des amis, on va à Rome et ça a été le pire voyage de ma vie. C'est-à-dire que à Rome, j'ai enchaîné les crises d'angoisse. Crise d'angoisse sur crise d'angoisse au Vatican, crise d'angoisse, je sais plus ce qu'on avait visité au Colisée. Vraiment trop mal, agoraphobie, Donc, mais dès qu'il y avait oula. du monde, tu sentais que tu faisais une crise d'angoisse. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que je m'étais Mm. un peu renseigné. Pour moi, avant, les crises d'angoisse, je savais pas trop ce que c'était. J'en avais Mm. peut-être, mais je savais pas trop ce que c'était. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai eu tous ces problèmes de malaise, d'anxiété, que je me suis intéressé à la question de la crise d'angoisse et que j'ai donc découvert ce que c'était qu'une crise d'angoisse. Donc, crise d'angoisse au Vatican, crise d'angoisse au, au musée. Bref, là, je me dis, il y a un truc qui ne va pas vraiment, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Donc, je vais voir une psychologue. Je commence à aller voir une psychologue qui est spécialisée dans les TCC, puisque D'accord. l'idée, c'est de soigner la crise d'angoisse. Et donc, psychologue spécialisée en TCC. Mm. Bon, la thérapie, au début, met du temps un peu à partir. Et je me rends compte qu'au début, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas vraiment de résultat. Et donc, j'envoie un mail à mon médecin sur recommandation de mon père qui lui-même a eu des soucis d'anxiété, qui m'a dit, ce serait bien que tu ailles voir un médecin pour qu'il te prescrive quelque chose, quoi, qu'il te prescrive des Mm. antidépresseurs, pour ne pas les Mm. nommer. Et en l'occurrence, eh bien, le médecin m'a prescrit un antidépresseur, c'était la paroxétine, et un antidépresseur qui est censé agir sur l'anxiété généralisée. Et j'ai pris cet antidépresseur pendant quelques mois, donc ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du Mm. bien, cet antidépresseur, c'est vrai qu'il m'a fait du bien. Sauf que moi, je n'étais pas trop fan des médocs. Je voulais pas trop prendre des médicaments trop longtemps parce que, bon, on sait pas trop comment ça va se passer. Et puis, on a la peur de l'addiction. On connaît pas trop un peu ce monde parce que après, on le découvre qu'il n'y a pas ces addictions. Ouais. Ouais. Alors, on le Mais découvre. c'est ton besoin de contrôle C'est ça. qui, C'est ça, à qui l'époque. commence à se dévoiler, quoi. Carrément. Complètement. Exactement. Et donc, je prends la paroxétine pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, je dis à mon médecin, bon, je trouve que ça va mieux. Je pense qu'on peut l'arrêter maintenant. Allez, c'est Mm. bon, on peut l'arrêter. Sauf que, elle me dit oui, ok, on l'arrête. Et elle était totalement d'accord pour l'arrêter. Sauf que, en septembre, novembre, je commence à rechuter doucement. Mm. Je rechute, je commence à rechuter, je recommence à avoir des crises d'angoisse. Ouais. Et là, c'est là que je me suis dit, ah bah mince, j'aurais pas dû l'arrêter si tôt. C'est-à-dire que le traitement, effectivement, en général, un traitement antidépresseur, voilà, ça se tient au moins 6 mois, 1 an, en moyenne, au début. Et là, je l'ai tenu que 3 mois. Donc, bien évidemment que ça m'a permis de sortir un petit peu la tête de l'eau, mais pas vraiment, pas vraiment. Et donc, je retombe progressivement, c'est-à-dire que je refais des crises d'angoisse. Il y a des pensées intrusives qui reviennent très fortement, des phobies d'impulsion, très fortement. Mm. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les phobies d'impulsion, c'est la peur de commettre un acte contraire à nos valeurs, c'est-à-dire qu'il y a plein de phobies Mhm. d'impulsion, c'est la peur de faire du mal à nos proches, la peur de se faire du mal, puisque ça, Ouais. c'est ma phobie d'impulsion. En fait, toutes les pires choses que tu voudrais pas C'est arriver ça, elles arrivent, c'est ça, deviennent obsessionnelles. Tu penses qu'à ça et tu as peur de le faire toi-même et tout ça. exactement.
exactement. Et donc, Très commun ouais, tout à pour fait. les gens avec un TAG, quoi. Carrément, carrément. Et donc, ben, j'ai surtout ces phobies, ces angoisses, ces idées obsessionnelles qui reviennent. Et là, je me dis, ouais, ça va vraiment pas, quoi. J'ai eu des images dans ma tête que je n'avais jamais eues. Faire du mal à mes proches, ça fait très, très peur, les phobies impulsions. Pour ceux qui en souffrent, c'est vraiment assez horrible parce que on imagine des trucs, mais qu'on penserait jamais possible de faire. Mais c'est tellement horrible d'y penser que, bref. Et donc, je me sens redescendre petit à petit. Donc là, je me dis, allez, il faudrait bien que tu ailles voir cette fois-ci un psychiatre, puisque le médecin généraliste a arrêté un peu tôt. Ce serait bien d'aller voir cette fois-ci, l'étape au-dessus, un psychiatre. Donc, je vais voir un psychiatre qui me redonne, donc on est à peu près au mois de décembre 2023, et le psychiatre me redonne le même antidépresseur que j'avais eu, à savoir la paroxétine, Paroxysme. pour voir un petit peu, pour que ça aille mieux, pour toutes ces idées obsessionnelles, pour ces TOC, parce que justement, les idées obsessionnelles sont considérés comme des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. Et pour toutes ces idées obsessionnelles, voilà, il me redonne la paroxétine, sauf que la paroxétine ne me fait pas effet. C'est-à-dire qu'on augmente les doses, tout ça, mais la paroxétine n'est pas efficace. C'est-à-dire que j'ai toujours ces idées obsessionnelles, j'ai toujours cette anxiété généralisée. Je continue à faire une thérapie, TCC toujours, plus je vois le psychiatre, j'essaie de m'en sortir, parce que vraiment, j'essaie d'être acteur de ma guérison. Ouais. Et sauf que on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, je change de psychiatre parce qu'avec ce psychiatre, ça va pas du tout. Je trouve un autre psychiatre. Pourquoi? Parce que tu matchais pas. Parce que ouais, je matche pas du tout. Il semble un peu perdu lui-même. J'ai l'impression qu'il était perdu lui-même. Et donc, le lien que j'avais avec lui n'était pas bon du tout. Et je pense qu'il est très important, et c'est ce que tu dis généralement dans tes podcasts, très important d'avoir un lien, un bon feeling avec son thérapeute. Parce que Si ça marche pas, tu changes. ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est le truc au début, on a du mal à se dire, ouais, est-ce qu'il faut que je change vraiment aussi. Je pense que tu as raison. Même la première fois, même si on n'a pas l'habitude d'aller voir un psychologue ou psychiatre, si ça marche pas, changer. C'est clair que c'est le meilleur des conseils. Donc, je change de psychiatre. Je trouve un psychiatre en ligne qui était à Montpellier. Bon, je trouve un psychiatre qui me donne une autre molécule d'antidépresseur, à savoir Donc, t'as jamais pris d'anxiolytique jusqu'à là. anxiolytique, pas trop. Enfin, si j'en ai pris. Alors, si des anxiolytiques, j'en ai pris à partir du moment où ça a été la deuxième crise, la deuxième vague, à partir du moment où j'ai repris la paroxétine, parce que j'avais des idées morbides, affreuses. C'était vraiment très, très angoissant. Et j'ai conservé ça pendant un petit moment, quoi. J'ai pris un anxiolytique, j'ai pris du Temesta. Et c'est, pour calmer le truc, j'en avais jamais fait avant, sauf pour prendre l'avion, parce que j'ai un peu peur de l'avion. Et voilà, j'en avais jamais pris. J'avais pris toujours de façon ponctuelle, mais jamais de façon récurrente. Et c'est vrai que ça m'angoissait d'en prendre. Parce que les anxios, c'est des benzos. Donc les benzos, avec tout ce qu'il y a autour, surtout quand on est très anxieux, on se dit, je ne veux surtout pas être accro à ces choses-là, parce que j'ai pas, du bois, j'ai pas d'addiction particulière. Je veux pas être accro à ces choses-là, donc je fais tout pour ne pas être accro. Et donc ça fait un petit peu peur. On évite de les prendre, parce que normalement, on peut y avoir besoin. En fait, la peur prend le contrôle, on a du mal à être rationnel parce que les benzodiazépines, c'est. La règle est simple, hein. Si tu en prends 8 semaines maximum, puis après tu commences à te sevrer, tu vas pas être addict, tu vois. Mais quand tu es anxieux, tu as du mal à rationaliser les choses. Tu vois les choses par noir ou blanc, et donc du coup, évidemment que le fait d'en prendre un, ça crée cette peur, il peut m'arriver un truc après, etc. Oui, absolument. Et justement, tu dis, ce délai, l'histoire du délai des benzodiazépines de 8 semaines, 12 semaines, par rapport à ce délai, moi, justement, j'avais commencé mes benzos en décembre, à commencer à prendre du Temesta 2-3 fois par jour pour calmer un peu la crise au mois de décembre. Sauf que au mois de mars, ça va toujours pas mieux. Ça va toujours pas mieux, il y a toujours ces idées, il y a toujours... Et du coup, je me dis, oula, j'ai dépassé ce délai. J'ai dépassé ce fameux délai de 3 mois. Je me dis, oula, je vais être accro. C'est sûr, je vais être accro. Et les médecins, les psychiatres m'ont dit, rassurez-vous, si vous avez conscience de tout ça, vous n'allez pas devenir accro à ces choses-là. Si justement vous contrôlez ces choses-là, vous n'allez pas devenir accro. Ça, moi, j'avais du mal à y croire, parce que j'avais peur de devenir accro vraiment. Mais c'est difficile de faire confiance, malgré tout, c'est un professionnel de santé. Bon, j'essaye de faire confiance. Et sauf qu'on voit, donc on prescrit un deuxième antidépresseur, le médecin de Nîmes prescrit un deuxième antidépresseur. C'est du Séroplex, c'est l'escitalopram, donc c'est assez classique aussi, pour l'anxiété généralisée. On met une bonne dose, sauf que là aussi, on se rend compte qu'au niveau des idées obsessionnelles,
Au niveau de l'anxiété, ça va un petit peu mieux, généralisé. Mais au niveau des TOC, c'est surtout ça, en fait, le Ouais. problème. Des idées obsessionnelles, phobie d'impulsion, euh, ça va pas mieux. Ça va pas mieux, c'est toujours aussi présent dans ma vie. Ça me bouffe, ça m'handicape. C'est-à-dire que j'ai arrêté mon activité de Ouais. janvier à Narendra jusqu'à juin, juillet. J'ai arrêté mon activité. C'est-à-dire que je ne publiais plus rien sur les réseaux. J'étais en dépression. Clairement, j'étais en Ouais. dépression. J'ai été diagnostiqué comme tel en dépression et dépression Ouais. sévère et Ouais. avec une anxiété sévère aussi. Donc, on est au mois de mars à peu près. On essaie de changer de molécule d'antidépresseur. Je le prends pendant un mois et demi. Sauf que là, je vois que ça va pas non plus du tout. Ça va pas du tout. Et j'ai l'impression même que c'est encore pire. Et là, j'en discute autour de moi. Et on me dit, et moi je pense de plus en plus, je me dis, et si j'allais me faire hospitaliser? Et si j'allais en clinique psychiatrique pour me faire hospitaliser? Mais moi, j'ai très peur. C'est-à-dire d'aller Bah ouais. en clinique psychiatrique, je me dis, oula, je fais partie de ces gens qui vont en clinique Ouais. psychiatrique. Donc, tu vois, tu t'analyses. Je dénigre pas, mais t'as ce genre de réflexion. Ouais, Tu te dis, tout le monde a cette peur, voilà, nourrie, je pense, peut-être par les films exactement. hollywoodiens ou les représentations qu'on a d'un hôpital psychiatrique qui est en fait un hôpital comme les autres, quoi. Exactement. Et justement, ça, Ouais. j'aurais à cœur d'en parler, si tu te permets tout à l'heure, Ah, bien sûr. de l'hospitalisation, donc dans une clinique psychiatrique. Alors, c'était pas l'HP, mais c'est une clinique psychiatrique, donc une clinique privée. Malgré tout, ça reste un hôpital psychiatrique, un hôpital psychiatrique, donc on se dit, on a plein de peurs, c'est-à-dire, qui est-ce qu'on va Hmm. rencontrer là-bas? Est-ce qu'ils vont nous shooter? Enfin, on a plein de peurs avant d'y aller. C'est pour ça que moi, Ouais. je repoussais vraiment l'option clinique psychiatrique, sauf qu'au bout d'un moment, bah, voyant que ça ne s'améliore pas, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Et donc, eh ben, on prend la décision avec mon médecin, conjointement enfin, avec mon médecin psychiatre, conjointement d'aller dans une clinique psychiatrique qui est vers chez moi. Et donc, je me Hmm. fais hospitaliser. Et je rentre en clinique psychiatrique, c'était en fin mars. Donc, fin mars, je rentre 2024, je rentre en clinique psychiatrique. Et là commence un gros travail et surtout une expérience vraiment très spéciale. Je ne sais pas comment la qualifier, mais très spéciale parce que la clinique psychiatrique, c'est spécial. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, clinique psychiatrique, mois de mars, j'intègre la clinique psychiatrique et pendant 3 mois et demi, je reste Hmm. en clinique psychiatrique. Le temps passe vite, mais doucement en clinique psychiatrique. C'est assez Ouais. spécial comme concept, c'est-à-dire que les journées, elles sont un peu occupées parce qu'on peut avoir des activités, on a un rythme, tout ça, mais d'un autre côté, Ouais. on est seul, un peu face à nous-mêmes. Le soir, on est seul, on n'est pas bien. Et donc, Ouais. c'est assez affreux. Et là, j'en parle déjà, juste il y a quelques mois, je suis sorti en juillet 2024, et là, on est en Ouais. septembre. Et ça fait que 2 mois que je suis sorti, donc c'est encore un Mais peu. raconte-nous un peu, on peut en parler Ouais, maintenant, de qu'est-ce que tu as fait concrètement, qu'est-ce qu'on t'a fait concrètement quand tu y étais, comment ça s'est déroulé bien sûr, concrètement. bien sûr. Alors, en fait, quand on arrive en clinique psychiatrique, on a un médecin qui nous est attribué. Et ce médecin, c'est notre médecin référent que l'on voit tous les jours. C'est-à-dire que c'est un médecin psychiatre, j'ai pas précisé, médecin psychiatre que l'on voit tous les jours, qui est spécialisé dans l'hospitalisation clinique. Et donc, ce médecin psychiatre, il nous suit, il nous voit tous les jours. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, on a un rendez-vous de 10-15 minutes. Moi, c'était un petit peu moins, 5-10 minutes, avec ce médecin psychiatre pour voir un petit peu comment ça va, comment se passent les traitements. Parce que lui, il m'a changé de traitement, voyant que ça ne s'améliorait pas. Il m'a changé de traitement. Il est passé sur une autre classe d'antidépresseurs, les inhibiteurs de la L'absorption de la sérotonine rétinine. et noradrénaline. C'est la venlafaxine, donc Ok. c'est une autre classe d'antidépresseurs. Voilà, donc bon, sur le traitement, on ira plus tard. Et comment ça se passe? Donc ensuite, dans une clinique psychiatrique, donc c'est pas l'hôpital public, c'est vraiment une clinique psychiatrique, on a chaque semaine des activités. Donc ça peut être des activités par exemple, de chant. Il y avait une activité de chant que je faisais parce que j'aime bien chanter. Activité de sport aussi. J'ai repris le goût au sport grâce Hmm. à la clinique psychiatrique et à un super mec qui s'appelle Colin, qui m'a vraiment Hmm. redonné le goût du sport. Moi, je suis assez sportif en général et je l'avais totalement perdu pendant 6 mois. Hmm. Et j'ai retrouvé ce goût progressivement et ça me fait Merci plaisir. Colin. Et tu as d'autres ateliers, tu as la gestion des émotions, apprendre à gérer tes émotions, tu as du photolangage, c'est-à-dire que tu as des photos et tu dois exprimer
tes émotions vis-à-vis de cette photo. Tu as plein de petites activités comme ça qui s'instaurent quotidiennement. Alors, les journées sont plus ou moins remplies, hein, quand même. C'est pas des journées de 18h, de 8h, 18h. C'est parfois Ouais. pendant 2 heures, un petit créneau qui s'installe là. Et voilà, Ouais. et tu fais ton activité. Ensuite, tu es assez rythmé, c'est-à-dire tu es assez rythmé, tu te lèves tous les matins à une même heure, puisque le matin, il y a les infirmières qui passent pour te donner les traitements. C'est-à-dire que c'est les infirmières et les infirmiers qui passent en chambre, qui toquent et qui te donnent les traitements. À midi, il y a une cantine, donc c'est-à-dire qu'on mange de midi à midi 45, et Ouais. après c'est fini, c'est trop tard, tu peux plus manger. Donc tu fais pas à manger, donc ça c'est déjà aussi une charge mentale en Une moins. charge mentale en moins. Ouais, surtout quand quand t'es en dépression. Moi j'étais en dépression sévère, donc faire à manger, j'avais Hmm. plus du tout envie de faire à manger. Et puis le soir aussi, tu manges pareil à une même heure, c'était assez tôt, 18h30. Ça piquait un peu, tu mangeais un petit peu tôt. Hmm. Mais bon, l'idée c'était d'avoir un rythme, en fait, de reprendre un rythme Ouais. que tu pouvais avoir perdu si tu étais en dépression. Là, l'idée c'est de te remettre un petit peu en rythme, de réactiver un peu le cycle du sommeil et voilà, Hmm. histoire de bien dormir. Alors, moi, j'ai pas été, concernant les traitements, vraiment, c'est vous qui choisissez, enfin, c'est le médecin qui attribue les traitements, mais vous êtes encore maître de dire oui ou non, et vous consentez au traitement À médical. chaque prise. Voilà, à chaque prise. Donc, vous pouvez dire non Hmm. si vous voulez pas prendre un traitement, vous pouvez dire non, vous en discutez avec Et ça, c'est parce que c'est une clinique privée ou c'est non, je pense, non, c'est un principe, de pour toute façon, tout c'est un principe fondamental, c'est en droit. En droit de la Ouais. santé, c'est consentement. C'est-à-dire, consentement, vous avez le droit de refuser n'importe quel traitement Hmm. si vous êtes en état de Hmm. le donner. Et donc, j'ai pas été abreuvé d'anxiolytiques. J'avais toujours mes anxios, mon Temesta qui était toujours là. J'avais un petit peu peur de Ouais. devenir Au accro parce cas que, où. mine de Hmm. rien, ça fait 4-5 mois que je prends du Temesta. Je me dis, oula, Donc, tu as continué à en prendre tous les ouais, jours? c'est ça parce que ça allait pas. Ça allait vraiment pas. Et on attendait qu'un antidépresseur fasse un petit peu effet ou atténue au moins tout ça, tu Ouais. vois. Et quoi d'autre sur la clinique? Qu'est-ce que il y a des gens, donc il y a d'autres patients aussi avec qui tu peux discuter. Tu fais des rencontres incroyables. Généralement, moi, Hmm. j'ai fait des rencontres vraiment exceptionnelles. C'est-à-dire que là, Bah ouais. finalement, quand tu es dans ces situations-là, tout le monde est triste, tout le monde est mal, tout le monde va mal. Et tu es Hmm. tellement mal que tu as envie, au fond de toi, d'aider l'autre qui est aussi mal. Ouais, elle est mieux. Et du coup, Ouais. tu discutes avec lui, tu parles avec lui, tu sympathises avec lui, tu fais des choses avec lui ou avec Ouais. elle. Et c'est comme ça que tu tisses voilà, une amitié ou un lien, en tout cas, qui est profond. Là, petite anecdote, là, tout à l'heure, j'allais à Picard et je suis tombé Hmm. sur une ancienne patiente avec qui j'étais dans l'atelier chant. Et je me suis souvenu de son prénom, on a discuté très rapidement et ça m'a fait des choses de la revoir parce que de nous Hmm. voir tous les deux en dehors, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'on a réussi Bah ouais. finalement pour le moment, mais j'ai toujours peur de la rechute, ça c'est un truc Ouais. qui est frais. Ouais. Mais pour le moment, on a toujours, voilà, on est sorti de ça et Ouais. ça fait du bien de se voir un peu plus souriant, un peu plus Hmm. heureux entre guillemets. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la clinique psychiatrique Bah, par rapport aux résultats, par rapport à ce que ça a marché ou pas, comment Alors moi, ça t'a fait te sentir avec le temps et tout ça. bien sûr, donc 3 mois d'hospitalisation, 3 mois et demi. Au moment où je suis sorti, je me sentais pas encore prêt, mais c'est les médecins qui m'ont poussé un peu Ok. dehors pour me dire, allez, c'est bon, 3 mois, c'est bien en hôpital psychiatrique. Maintenant, vous avez les clés en main, plus ou moins. Forcément, on a peur de sortir Bah ouais. parce que on a peur de se retrouver un peu confronté à la vie, les problèmes, les gens, les Hmm. courses, tout ça. C'est hyper effrayant. Et se dire qu'on va être confronté à tout ça, ça fait peur. Et donc, ce qui se passe, c'est que je pense que ça m'a aidé à sortir la tête de l'eau. En tout cas, j'étais tellement mal que ça m'a aidé à ressortir la tête de l'eau, à reprendre un rythme, à, euh, à remanger un petit peu normalement, à me relancer aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que petit à petit, l'envie était là parce que vraiment, Hmm. j'en étais au point où je me demandais si ce que je faisais dans ma vie me plaisait, alors qu'au fond Mhm. de moi, je sais pertinemment que ce que je fais me plaît Hmm. énormément, mais on en est tellement réduit à cette hypothèse où Oui, bah c'est le principe de la c'est dépression, ça, hein. où tout ce que tu C'est le aimes, principe. Ouais. tout ce que tu aimes, tu ne peux plus le faire. Tu n'as plus envie Hmm. de le faire et tu n'éprouves
plus aucun plaisir à le faire. Et Ouais. ça, c'est affreux. C'est-à-dire que même des choses comme regarder un match de foot, moi j'aime bien, je suis supporter de l'OL et j'aime bien regarder les matchs de foot à la télé. Même ça, j'avais plus envie de regarder. C'est-à-dire que vraiment, on n'a plus envie de rien. Et Ouais, c'est c'est ce qu'on affreux. appelle l'anédonie. Pardon? Oui, L'anédonie, c'est absolument. Exactement. cette notion de rien avoir envie de faire. Ouais, c'est ça. Et qui est affreuse et qui touche énormément de personnes en dépression. Et donc, l'hospitalisation, j'avais vraiment peur. Vraiment, j'avais très, très peur avec toutes les images que l'on peut avoir, tous les clichés que l'on peut avoir, tous les préjugés qu'il peut y avoir autour de la clinique psychiatrique, de l'hôpital psychiatrique. J'avais très, très peur, sauf que ça s'est relativement bien passé. J'ai pu remonter un petit peu ressortir un peu la tête de l'eau. J'ai fait les rencontres. Je me suis remis un petit peu au sport. Petit à petit, alors ça prend du temps. 3 mois, je pensais pas du tout rester 3 mois. Hein. Pour moi, j'ai resté Ouais. 1 mois, bisous. Sauf que 3 mois, Ouais. on se rend compte que ça va pas mieux au bout d'un moment. Donc, on se dit, je vais rester encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Et puis, au bout d'un moment, il faut partir. Et c'est pour ça que Mais tu penses que ce qui a fait que ça a marché, c'est le traitement qui a été changé ou plutôt le fait que tu reprennes un rythme de vie? je pense les deux. Je pense que les Ouais. deux. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais on voit un médecin psychiatre, mais aussi, une fois par semaine, on voit une psychologue. On voit Ok. une psychologue pour travailler un peu sur nous. Donc, je pense que c'est un peu tout ça, tout ça, tout ce mélange Ouais. de médecin psychiatre, de psychologue, de traitement, de reprendre la vie normale, de se remettre Hmm. un rythme. Je pense que c'est un petit peu tout ça qui m'a, en tout cas, fait sortir de ma dépression. Et bon, aujourd'hui, je pense que je suis encore diagnostiqué comme étant en dépression sévère, en dépression légère, puisque ça va quand même un Ouais. petit peu mieux. J'ai retrouvé le goût de faire pas mal de choses. Mais perdure et persiste cette anxiété, cette forte anxiété qui est Hmm. toujours là, cette anxiété généralisée qui se, voilà, qui est là de temps en temps, sachant Qui qu'aujourd'hui, change de forme peut-être. comment? Elle change de forme. Oui, c'est ça. Elle change de forme. Ça va plutôt être, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les TOC, sur les troubles obsessionnels compulsifs, et sur les phobies d'impulsion. Et parce que voyant que le premier traitement qui m'a été donné à la clinique, ça fonctionnait pas, on a essayé un autre traitement antidépresseur. Donc, on a changé de classe à nouveau d'antidépresseur. J'ai continué les anxios que j'ai arrêté petit à petit. Et donc, je suis arrivé dans une nouvelle classe. Bon, je donne le nom au cas où certains peut-être faut connaître. Parce que je sais que parfois, moi, j'aimais bien savoir ce que prenaient Ouais. les gens. Et c'était la clomipramine. Donc, c'est un ancien antidépresseur qui est assez puissant, mais qui a beaucoup d'effets secondaires, pas Ouais. très agréables. Alors, c'est pas forcément les effets secondaires, comment dire, les effets secondaires au niveau des nausées, tout ça. J'ai pas trop eu ça, mais c'est des effets secondaires sur, on va dire, d'autres parties du corps. Voilà, Ouais. je n'en parle pas plus, mais sur d'autres endroits où effectivement on peut avoir quelques petits soucis là-dessus. Bref, peu importe. Et à côté de ça, voilà, j'ai ce traitement. Et donc, je pense que c'est un petit peu tout ça qui a permis à ce que je sorte. Oui, donc voilà, que je sorte de la tête de l'eau de la dépression, mais effectivement, l'anxiété qui perdure Hmm. aujourd'hui sous d'autres formes. Ouais. Tout à fait. Parce que pour moi, ma théorie, en tout cas, merci pour toute cette histoire, c'est vachement clair. Et merci d'avoir partagé tout ça. Pour moi, tu vois, ton histoire, Mhm. elle montre à quel point je trouve que l'allopathie, donc le principe de donner des médicaments, Mhm. est devenu beaucoup trop central Mhm. dans la thérapie en Occident. Mhm. Et je suis un peu choqué, honnêtement, mais pas surpris, par cette espèce de jeu d'essai et d'erreur. Ouais. Où on est en mode, on va essayer cette molécule, ah, est-ce que ça va marcher, on verra, non, non, non. Et pour moi, en fait, et surtout le fait que, donc ça, ok, en soi, ok, pas de problème. Mais par le fait qu'à côté de ça, il y avait très, très peu de travail qui était fait Mhm. de fond, Ouais, tu complètement. vois. Seulement une semaine, seulement 1 heure par C'est semaine dans ça. un hôpital C'est psychiatrique de 30 trucs, travail sur soi. 30 minutes même. C'était 30 minutes. Honnêtement, moi, ça me choque. Ouais, bah oui. Mais enfin, ça me choque. Ça me surprend pas, mais ça me choque. Et ça traduit vraiment, pour moi, l'état actuel des soins par rapport à ça en France et en Occident, mais en général, Mhm. mais qui sont pas bons. Ouais. On utilise un truc qui marche. Les médicaments sont parfois nécessaires. Dans ton cas, ça Ça l'était, l'était, je ouais, pense. complètement. Ouais. Et je pense que tu peux me dire la même chose, Oui. c'était nécessaire. Oui. Mais c'est pas suffisant. Bien sûr. Complètement. Nécessaire, mais pas suffisant. Et cette façon de se dire, vas-y, on va essayer différentes molécules et voir si tes angoisses elles disparaissent. Mhm. Mais moi, Je suis d'accord. Ouais. enfin, Mhm. pour moi, on s'est très très mal occupé de toi. Mhm. Bah,
c'est pas comme ça que tu fais les choses. Tu vas pas juste faire du laisser-erreur avec la vie de quelqu'un, tu vois? Donc pour moi, après c'est une expérience te t'apporter beaucoup dans ta vie, hein, ce que tu as vécu, Mmh. même si c'était une année qui pour toi, quand tu l'as vécu et peut-être encore maintenant, tu penses que Oui, c'est la fin de ta vie oui, oui. et que ça remontera jamais, mais ça Ouais. n'est qu'un chapitre de ta vie, ça c'est une certitude. Mmh. Mais pour moi, il y a un problème par rapport à ça et le manque de travail qui est fait sur le travail cognitif, Mmh. tu vois? Donc tout ce qui est censé être la thérapie cognitive de comportement, la TCC, On va y venir, je suis choqué par ouais. l'absence. Mmh. Bah, Ça devrait en fait, c'est dans ma méthode de travail, heu et donc dans tous les gens, tu vois? Je sais pas si tu as déjà vu les témoignages que je mets bien sûr. parfois de mes abonnés qui font des gros bons en avant en termes de niveau d'anxiété quotidien. Ils disent tous la même chose. Tout arrive après avoir mis en place une discipline de guérison qui est Mmh. quotidienne, Mmh. tu vois? Mmh. Donc moi, ma méthode de travail, c'est une routine de guérison, donc heu, qui fonctionne avec un principe de moment anxiété. Donc je Ouais. sais pas si tu as Si, déjà vu si, mes vidéos, mais je vais réexpliquer pour les gens. bien Donc sûr. d'avance, tu vas te déterminer dans la journée 2 moments anxiété. Mmh. Donc ça peut être, à toi de les placer où tu veux, il faut juste que ça soit placé à un moment où tu t'y attends régulièrement, tu vois? Ouais, C'est bien pas sûr. en mode: «Tu es anxieux, Mmh. tu le fais». C'est vraiment dans ta journée, c'est déterminé en avance, tu vois? Et donc ça peut être le matin au réveil, après le petit déj, pendant la pause de midi, n'importe. Et qu'est-ce que tu fais dans chaque moment d'anxiété? Tu commences à faire de la méditation. Donc la pratique de la méditation, moi, personnellement, hein, j'aurais jamais guéri sans la pratique de méditation. Pour moi, c'est le catalyseur. Mmh mh. C'était obligé d'avoir ça à la fois muscler ton muscle de la pleine conscience et celui de la conscience de soi. Mmh. Donc la pleine conscience, c'est ta capacité à retrouver un ancrage au moment présent Mmh. Bien sûr. plutôt que de tout tourner dans ta tête. Et aussi de muscler le muscle de la conscience de soi qui, lui, est ta capacité, en fait, à te rendre compte de tes mécanismes internes, Ouais. tes mécanismes externes, etc. Mmh. Tu vois? Si tu es anxieux, c'est que tu as les mauvais mécanismes. Ouais. Point barre. Mmh mh. Mmh. C'est tout. Et donc, si tu n'as pas la capacité, si tu n'augmentes pas et tu n'aides pas ton corps à justement développer cette capacité à comprendre et à te remarquer des mécanismes internes et externes, tu peux pas guérir, c'est impossible, tu vois. Et donc, méditation. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait méditation, tu peux commencer par 3 minutes, c'est tout. Et tu augmentes de 1 minute par semaine. Mais il faut qu'il y ait ce moment de méditation au début du moment anxiété. Après ce moment anxiété, peut-être pas dans les premières séances, mais au bout d'un moment, tu vas remarquer un apaisement déjà au fait de méditer, mais surtout, beaucoup plus important que ça, déjà tu vas augmenter ces 2 fameux muscles, le muscle de la pleine conscience et le muscle de la conscience de soi, mais tu vas surtout, à la fin de ta session, avoir une clarté. Mmh. Tu auras drainé un peu la cortisol de ton corps, du coup, tu vas voir les choses pour ce qu'elles sont. Du coup, tu es dans un état idéal pour commencer à travailler sur toi, tu vois? Et c'est là où tu enchaînes par le journaling Ouais. anti-anxiété. Mmh. Donc je sais pas si tu as pris mon starter pack toi, Morgane? Non, mais j'ai suivi, je te suis depuis un moment, Ouais, donc je le connais type un peu de tous tes et les donc le mécanismes. journaling Mmh. actif anti-anxiété, c'est quoi? C'est une première étape qui va juste être de synthétiser tes peurs. Mmh. Donc en général, les gens ont des peurs qui tiennent sous une feuille A4 en général. Tu Ouais, as 5 maximum peurs, qui dominent tes journées. bien C'est sûr. toujours les mêmes qui reviennent. Et donc tu vas faire cet exercice de transformer tout ce bruit mental que tu as constamment et te rendre compte qu'en fait, il vient d'une simple peur. Ouais, Donc, ouais. j'ai peur de faire du mal à mes proches, Mmh. j'ai peur de jamais guérir, j'ai peur de quoi que ce soit, tu vois. Toi, je pense que lié à tes phobies d'impulsion, tu dois avoir des peurs assez spécifiques. Ouais. Tu commences à faire ça. Et donc ça, c'est un peu le journaling comme tout le monde le connaît. Tout le monde dit oui, il faut écrire tes émotions. Mmh. Mais la plupart des gens, ils s'arrêtent là, tu vois, comme si ça se suffisait. Est-ce qu'il va y avoir un effet de soulagement après l'avoir fait? Oui, c'est vrai que ça fait du bien de synthétiser ses peurs et de les montrer pour ce qu'elles sont. Ça Mmh. permet de juste les voir pour ce qu'elles sont. Mais après, commence le vrai travail, qui est un travail qui est... T'inquiète que moi, j'en ai écrit des pages et des pages entières de Bien ça. sûr. C'est tu rentres dans l'optique de la recherche de tes mécanismes de CCR. Mmh. Donc, les mécanismes de CCR, c'est les mécanismes de contrôle, c'est de la science. Et donc, tu vas regarder pour chaque peur. Donc, par exemple, tu vas prendre une peur individuellement. Tu vas prendre j'ai peur de faire du mal aux autres. Par exemple, c'est une peur que tu as, celle-là, Morgane? Oui, bien sûr, aux autres et Voilà, moi-même donc voilà, aussi. prends De faire du mal à j'ai peur moi-même. de faire de Mmh. mal aux autres Mmh. à toi-même, OK. Et donc tu vas avoir un texte à trous, tu vas te dire: «J'ai peur de faire du mal à moi-même, du coup je me réassure en» et là, à toi de trouver, à toi de chercher, à toi de faire un brainstorming de: «OK, donc je veux me réassurer, j'ai peur de me faire du mal à moi-même, comment je me réassure?» Et Mmh. donc là, tu vas chercher les façons dont à chaque fois que tu as cette peur qui émerge, tu
fais des tentatives de réassurance. Donc, ça peut être sur Internet, ça peut être dans ta tête, etc. Donc, à toi de voir. En général, c'est à peu près les mêmes mécanismes qui reviennent pour les mêmes personnes. Bien sûr. Et même si certaines personnes vont avoir des mécanismes très spécifiques à eux-mêmes, en général, tu vois, moi, j'en ai dénuméré 22, et c'est souvent les mêmes qui reviennent. Tu vois. Et donc, voilà. Et tu fais ça pour la réassurance. Tu fais la même chose pour la certitude. Donc, tu dis, j'ai peur de me faire du mal à moi-même. Du coup, je cherche de la certitude à toi de trouver. Et enfin, le contrôle. J'ai peur de me faire du mal à moi-même. Du coup, je cherche à contrôler que je ne me fasse pas du mal à moi-même avec cette façon-là. Tu vois. Bien sûr. Et une fois que tu as... Donc, c'est pas facile. Au début, tu vas galérer à trouver. Tu vas me dire, mais je sais pas comment je fais. Tu vas passer pas mal de temps à chercher. Et ça, tu le fais juste après la de jour en jour. méditation, c'est ça? Ouais, D'accord. c'est ça. Et donc, c'est un travail de tous les jours. Et tous les jours, des fois, tu vas rien trouver. Des fois, tu vas trouver un nouveau truc. Et en fait, c'est en étant anxieux, en fait, en créant cette routine, tu vois, qui va du coup te faire te focaliser sur tes mécanismes nécessaires plutôt que tes symptômes. Parce que pour l'instant, tu es focalisé sur ta souffrance, tes symptômes. Ouais, complètement. Ouais, bah oui. Les conséquences. En fait, tu es focalisé sur les conséquences. Bien sûr. Le fait de commencer cette méthode de journaling, tu vas faire un switch où tu vas prendre ton attention et tu vas la mettre plutôt vers les causes. Elle était sur les conséquences avant, et maintenant elle va vers les causes. Donc il y a un effet déjà où tu vas en souffrir, c'est sûr, mais c'est surtout que tu commences enfin à régler le problème. Enfin à comprendre comment résoudre le problème en enlevant les causes. Bien sûr. Et donc avec le temps, tu commences à trouver des mécanismes nécessaires. Donc tu commences à dire, ah ben c'est vrai que puisque j'ai peur de me faire du mal à moi-même, je me réassure et puis ça peut être vraiment des choses bêtes, tu vois. Il y a des gens qui, je sais pas, ferment la porte à clé ou des trucs comme ça, des trucs vraiment qui peuvent paraître bêtes, tu vois. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Tant que tu fais quelque chose pour te réassurer, c'est un mécanisme nécessaire et il y a une piste à cet endroit-là pour la guérir. Et donc, troisième étape, c'est quoi? Tu as une feuille où tu vas simplement synthétiser les mécanismes que tu as, tu vois. Parce que l'idée, c'est de construire une connaissance sur tes mécanismes-là. Imagine que chaque mécanisme, c'est un Rubik's Cube. Toi, tu veux les connaître par cœur, sous toutes leurs faces. Donc, c'est pour ça que tu vas pas juste faire ça une fois et c'est tout. Tous les jours, tu vas y revenir. Tous les jours, du coup, tu vas retomber sur les mêmes peurs. Tous les jours, tu vas avoir l'impression de refaire la même chose, tu vois. Mais toi, il faut que tu continues comme ça. Tu pousses pour voir un peu le problème de tous les angles différents. De voir comment ce mécanisme survient, c'est quoi les éléments déclencheurs, de quelle façon tu le mets en place, quelle phrase, tu vois, tu vas employer dans ta tête, quelle structure de phrase tu vas employer dans ta tête. Parce que tu as deux types de mécanismes. Tu as les mécanismes qui sont physiques, donc tu vois, genre fermer ta porte ou aller sur Internet, etc. Tout ce que tu vas faire avec ton corps. Mais il y a surtout les mécanismes cognitifs. Et donc, les types de pensées que tu vas avoir, les schémas de pensée, en fait, que tu as. Et ça, c'est un peu le gros de l'angoisse, il est là. En général, on commence avec les mécanismes physiques, et après, on étend le travail sur les mécanismes cognitifs. Les mécanismes cognitifs, c'est plus difficile, c'est plus long à comprendre, mais quand tu les comprends, tu enlèves une plus grosse partie de ton angoisse. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, après, quand tu commences à avoir cet état d'esprit, tu vas vivre l'angoisse tous les jours encore, mais avec une autre façon de voir les choses, et tu vas commencer, au lieu de te concentrer comme je dis sur les conséquences, sur le fait que tu te sens mal, etc., tu vas regarder et observer, ok, comment je suis en train de réagir? Quelle compulsion, c'est vraiment une notion de compulsion qui est importante, quelle compulsion je vais avoir là de chercher de la réassurance, du contrôle, de certitude. Tu vois. Au début, ça va être très impalpable, tu vas avoir du mal à saisir ce que tu fais. Mais à force de faire ça tous les jours, que tu te sentes bien et que tu te sentes mal, c'est très important aussi, tu finis inévitablement par voir les choses de façon très claire, tu vois. Et donc, c'est comme ça, c'est comme moi, j'ai commencé à faire ça, tu vois. Donc, c'est un truc que j'ai fait. On m'a jamais dit comment le faire, donc c'est de l'essai et de l'erreur qui m'a mené à cette méthode-là. Et je me rendais compte, tu vois, je me rappelle encore de la fois où j'ai réalisé mon mécanisme de crystal bowling. Donc, le crystal bowling, c'est l'effet boule de cristal, où j'ai remarqué que j'avais un schéma de pensée qui revenait tout le temps. Je prédisais le futur, où j'essayais. Je faisais un espèce d'arbre de scénarios possibles. Et pour chaque scénario possible, je me disais, si ça se passe, je vais faire ça. Si ça se passe, je vais faire ça. Si ça se passe, je vais faire ça. Et en fait, plutôt que de refaire le processus aveuglément, je commençais à prendre du recul par rapport à ça. Je me disais, mais là, je suis encore en train de faire la même chose. C'est un autre problème, c'est un autre sujet, mais je fais le même processus. J'anticipe le futur et j'essaie de trouver une solution pour chaque scénario. Du coup, je me dis, mais attends, mais il y a un truc qui revient tout le temps, là. Et en fait, le jour, je me rappelle encore, j'étais à la salle, tu vois. Et d'un coup, bam, j'ai un moment avec en mode, mais attends, j'ai encore fait ce truc-là, tu vois. Et en fait, j'ai eu ce moment au regard. Pourquoi? Parce que d'un coup,
vraiment d'une seconde à l'autre, Morgane, genre, ce schéma de pensée m'est paru logique et logique à éviter, en fait. Il m'a paru impossible de continuer à faire, si tu vois ce que je veux dire. Où j'étais en mode, je sais ce que c'est, je sais ce que je fais, je sais mon schéma de pensée que je fais, je le connais par cœur maintenant. Le Rubik's Cube, je le connais sous toutes ses facettes. Et donc, du coup, je suis en mode, mais je vais pas le faire, tu vois. Je vais pas le faire, du coup. Et je sais qu'il faut pas le faire, donc je vais pas le faire. Et alors que l'angoisse, pour moi, c'était un truc qui était impalpable, où je me disais, mais tu peux pas t'empêcher de penser à quelque chose, c'est impossible, etc. Là, pour la première fois, je me dis, mais ça me paraît logique, en fait. Et je sens que je peux le faire. Et en fait, j'ai eu ma première, ce qu'on appelle pensée de renonciation. Une pensée de renonciation, c'est ce qui arrive quand tu as assez de fois observé un mécanisme pour le connaître par cœur. Et donc, du coup, ton inconscient, pour toi, puisque tu lui as assez envoyé de paquets d'informations pour lui dire, bah voilà, voilà ce mécanisme-là, il le reconnaît direct et du coup, il t'aide en fait à t'en désintéresser. Et donc, tu éprouves du désintérêt pour ce mécanisme. Et du coup, j'ai commencé à continuer à faire ça pour d'autres mécanismes. Donc, par exemple, j'ai découvert un autre mécanisme qui s'appelle le listing de réassurance. Donc, je remarquais que dès que j'avais une peur, je commençais à faire une liste de raisons pour laquelle cette peur n'allait de réassurance en fait. Donc j'avais une peur. Donc par exemple, toi tu te dis j'ai peur de me faire du mal à moi. Tu vas dire oui, mais j'ai un traitement qui va m'aider. Oui, mais j'ai contrôlé moi-même, etc. Ah oui, mais si je perds le contrôle. Absolument. En fait, au bout de quelques items qui te réassurent, inévitablement, tu tombes sur un item qui plutôt réassure l'angoisse, tu vois. Enfin, encourage l'angoisse. Et du coup, ça refait une boucle, t'as repeur, donc tu veux recréer une liste, donc tu recrées une liste, tu retrouves un truc négatif, et donc au bout d'un moment, tu te trouves avec deux listes, une liste de choses positives, une liste de choses négatives, et ça se fait la guerre. Et pendant que ça se fait la guerre, tu sais pas à quoi penser, parce que tu as deux pensées différentes dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Le niveau de cortisol dans ton corps, il augmente, et inévitablement, les symptômes arrivent, et avec ton biais négatif, tu crois au côté négatif. Et tu vois, genre, encore un autre mécanisme. Et là, je découvre ça aussi, je suis en mode, putain, mais... Ouais, et donc du coup, dès que je commençais à être anxieux, et que je commençais à voir que je faisais une liste de réassurance, je voyais deux items positifs, je suis en train de mettre, Arthur, rassure. Là, tu es en train de faire une liste de choses pour te réassurer. Tu fais du système de réassurance, t'en as pas besoin. Et du coup, pour cette renonciation, je le faisais plus. Et donc, en faisant ça, j'empêchais les éléments négatifs de revenir, et d'avoir une boucle qui continuait, à noter mon angoisse. Et parallèlement à ça, parce que je ne m'en rendais pas compte au début, tu vois. Mais parallèlement à ça, je me rends compte que mon anxiété quotidienne, elle baisse. Je suis de moins en moins anxieux. Il y a des symptômes qui disparaissent. Donc la DPDR ne revient plus. Bien sûr. Symptômes un peu plus... je fais plus de vraies crises d'angoisse au bout d'un moment. En fait, je me rends compte après, rétrospectivement, je me dis, ça fait un moment que je fais de DPDR. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vraies crises d'angoisse, tu vois. Ah, là, ça fait une semaine que j'ai pas été très anxieux. En fait, j'ai pas pensé à mon anxiété. Et un jour, je me réveille, ça fait 6 mois, j'ai pas pensé à mon anxiété. Donc, tu vois, ça arrive comme ça, en fait. Et tu ne vois pas, ça qui est c'est que tu ne vois pas les résultats en mode toc-toc, c'est nous les résultats, on est là, tu te sens mieux. Tu vois, ça qui est hyper chiant, tu vois. C'est pas en mode tu gravis l'Everest et t'arrives au-dessus de l'Everest et t'es comme une oxtag et t'es hyper content. Non, en fait, tu t'en rends même pas compte. Tu fais le travail, c'est ingrat de fou. Tu fais le travail et puis c'est seulement 6 mois après, tu te dis, ah oui, d'ailleurs, bah, je suis pas anxieux, quoi. Tu vois. Mais à partir du moment où en fait tu as compris le schéma, à partir du moment où tu as enlevé un mécanisme, tu vois, le jour moi où j'ai, enfin, à partir du moment où j'ai compris le mécanisme, tu vois, de crystal balling, puis aussi le listing de réassurance, et que j'ai vu l'effet que ça faisait, je me dis, mais au il faut juste, il y a juste à continuer maintenant. On va continuer de les enlever, tu vois. Et donc ça, tu vois, Morgane, on n'est plus du tout dans le domaine médical, là. Bien sûr. Et moi, ma psy, j'avais une très bonne psy, moi, qui me parlait beaucoup de contrôle, de réassurance et tout ça. Tu vois, elle m'avait vraiment donné elle avait planté une graine par rapport à ça, tu vois. Même si elle, je pense qu'elle ne se rendait pas compte de l'intensité du truc, tu vois. Et c'est moi qui, après, en ayant suivi des créateurs de contenu sur l'anxiété, donc Denis Simsek, j'en parle souvent, c'est mon mentor, qui lui avait vraiment masterisé le truc, que j'ai commencé à implémenter tout ça. Mais au bout d'un moment, t'es en mode, mais en fait, c'est juste ça, tu vois. C'est juste ça que je dois faire. Comprendre le mécanisme de CCR, les arrêter, et l'anxiété partira éventuellement, tu vois. Mais pour qu'il y ait ça qui se produise, il faut que tu l'alimentes tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et donc moi, il y a eu des moments où je me sentais mieux, j'arrête de faire ma méditation, j'arrête de faire mon journaling, parce que je prends un peu la confiance. Et donc inévitablement, le mois d'après, j'avais une rechute, tu vois, parce que j'avais arrêté de faire le truc. Et c'est quand je me dis, vas-y, c'est devant, c'est tien, tu vois. C'est quand t'as la frustration d'une crise d'angoisse de trop et t'en as marre, je pensais que j'étais guéri, j'ai refait une rechute, j'en ai marre. Je m'y mets et je m'y mets pour de bon, tu vois.
Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, oui, tu vois la guérison arriver et ça devient une certitude, tu vois. Ouais. Tu sais que tu vas évidemment y arriver. Quand l'angoisse arrive, de toute façon, elle fait que baisser en intensité. Donc, elle devient de plus en plus facile à gérer, tu vois, jusqu'au stade où tu es en mode, mais est-ce que je suis encore anxieux, Ouais, tu vois? bien sûr. Est-ce que je le suis encore? Mhm. Parce que tu n'as pas la certitude, comme je t'ai dit. Et moi, c'est 2 ans, tu vois, 1 an et demi, 2 ans où je ne savais pas si j'étais encore anxieux ou pas, tu vois. Bien sûr. Ouais, non, mais bien sûr. Et bah, pendant que tu parlais en même temps, mais j'avais plein de trucs qui me venaient en tête. Ouais, tu vois. Parce que forcément, c'est un domaine que maintenant je connais, hélas, assez en profondeur. Enfin, voilà, je me suis pas mal renseigné en plus. Donc, contrôle, évidemment. On sait que c'est des mécanismes de contrôle. Ouais. Les anxieux, les très anxieux, c'est souvent des gens qui vont essayer de comprendre les choses, C'est le mécanisme numéro 3, c'est la recherche excessive d'informations. voilà, par exemple. Oui, excessive, c'est ça. Parce que Ouais, où c'est est le ça. curseur entre recherche d'informations excessives et recherche Mhm. excessive? C'est Mhm. c'est là où c'est plus compliqué. C'est assez simple en vrai. Tu fais ta recherche que pendant tes moments d'anxiété. Oui. Mais, En soi, c'est assez simple. C'est ce ouais. que je dis. Moi, si tu as des vidéos à regarder, donc ma vidéo du jour Mhm. ou d'autres créateurs, tu te dis, OK, je fais ma méditation, je regarde les vidéos, je fais mon journaling et après, je le fais plus. En fait, il ne faut pas que ça devienne un hobby. Ouais, bien Parce que sûr. je pense que c'est devenu un hobby pour toi. Bah, Tu vois? j'ai cerné après que je m'étais calmé un peu justement par rapport à ça. Mhm. Notamment par rapport aux effets secondaires des médicaments qu'on me donnait. Je Ouais. voulais absolument savoir quels étaient les effets secondaires, combien de temps ça allait prendre. Ça, c'était très important pour moi. Et donc, je me suis rendu compte, et j'ai essayé volontairement, en suivant notamment tes conseils, j'ai essayé de prendre du recul, de pas justement céder à la compulsion, Ouais. d'aller voir sur Internet, parce que c'est des Mhm. tocs, hein, donc clairement, c'est des tocs. On a une pensée, et donc, hop, toc, pour se rassurer, on Ouais. fait une compulsion, obsession-compulsion. Et Mhm. je voulais revenir sur pas mal de choses, déjà sur le côté psy. Si tu as parlé des psychologues, de l'insuffisance du suivi psy à la clinique psychiatrique. Ça, c'est vrai qu'en tant que patient, avec tous les patients, on en discutait, on trouvait pas ça trop normal que on n'ait qu'une demi-heure par semaine de suivi Ah oui, psychologique, sachant que bah, ça joue énormément. La psychothérapie est très importante pour, je pense, j'espère, mais pour... c'est la oui, priorité. Il c'est n'y a ça. que ça qui joue. Les médicaments vont t'aider, parfois peuvent permettre à la psychothérapie de faire effet, parce que des fois tu es trop mal, donc tu as besoin de médicaments pour juste pouvoir laisser la thérapie une chance de t'aider. Absolument. Mais c'est que ça qui Mm. te fait soigner, Mm. c'est que ça qui t'aide au long Bien terme. sûr. Que ça. Mm. C'est clair. C'est clair. Et donc, il y a ce premier point. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette insuffisance du psy. Et en plus, à la clinique, les psys qu'on avait, et c'est pour ça que là aussi, je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ça, les choses étaient comme ça. Il y avait trois psychologues qu'on avait à la clinique. C'était trois psychanalystes. C'est-à-dire trois personnes qui ont une approche freudienne, enfin, bref, peu importe, Ouais. de la Ouais. psychologie. Pas du tout pratique. C'est-à-dire pas une approche Non, pratique, pragmatique, comme peut être la TCC, qui est exactement. la thérapie numéro 1 pour soigner tout ce qui est troubles anxieux, dépression, Évidemment. à l'heure actuelle. Donc, on nous donne en plus des psychanalystes. Alors, elle m'a aidé un peu à réfléchir à tout ça, mais je ne suis pas persuadé au fond de moi que ça soit la bonne thérapie. Alors, voilà, on peut penser ce qu'on veut, mais Moi, je suis persuadé pour toi que ouais, c'est pas la voilà. bonne thérapie. C'est ce que je pense. Je pense qu'effectivement, l'exposition, c'est ce qui va nous faire. C'est ce qui nous fait. L'exposition, quand je parle d'exposition, pour les auditeurs, c'est tout ce qui est TCC. Hein. C'est le fait de Ouais. s'exposer à ses peurs, à son angoisse, comme tu dis. Donc, ça, c'était le premier truc. L'insuffisance du psy, la psychologue qui est psychanalyse, bon, ça, déjà, c'est pas terrible. Ensuite, tu as parlé de la méditation. Alors, ça, la méditation, on va dire, c'est un peu un je t'aime moi non plus avec la méditation. Dans le sens où, déjà, alors, une question, je pense, qui peut intéresser les auditeurs, parce qu'en tant que créateur de contenu, je sais qu'aussi toi, ça peut intéresser les gens de te poser les questions qui peuvent se poser potentiellement. Ouais, Euh, je te remercie. Comment faire pour Ouais. méditer? En fait, c'est la question qui se pose très souvent. C'est une question tellement simple, mais comment faire pour méditer? Est-ce qu'il faut Non, mais mettre de la merci de me musique? poser cette Est-ce qu'il faut question. être debout? Est-ce qu'il faut être assis, allongé? Comment faire pour, selon toi, avoir la personne là, qui n'a jamais fait de méditation, qui aimerait se lancer, comment elle fait? Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est. Voilà. La méditation, c'est un exercice du cerveau. Donc, il faut voir les choses comme ça. C'est comme quand tu vas à la salle, mais pour ton cerveau. Mhm. Donc, tu fais un exercice. C'est quoi l'exercice que tu veux faire? Ton but, c'est quoi? C'est de muscler ces fameux muscles que je t'ai dit, le muscle de la pleine conscience et le muscle de la conscience de soi. C'est un peu ça l'image, vraiment, si on veut associer ça à la salle de sport. C'est quoi l'exercice que tu vas faire? Tout simplement, la méditation, c'est t'entraîner à placer ton attention sur un faible stimulus.
et de maintenir ton attention sur ce faible stimulus. C'est tout. Et donc, en faible stimulus, ça va être un truc qui ne se répète pas. Donc, on met pas de musique. On met de l'ambiance de méditation, on met pas de musique. Faut pas qu'il y ait des patterns et des rythmes qui reviennent. Faut que ce soit un truc inattendu parce que faut pas que tu puisses t'attendre à ce qui va venir. Et donc, il y a plusieurs stimulus. Les plus connus sont le souffle. Donc, tu vas te mettre ton attention sur ton souffle. Ça peut être aussi les sons de l'environnement. Bien sûr. Ça peut même être une bougie. Tu vois, moi, j'ai tout essayé. Et ce qui est marrant, c'est que chaque méditation apporte des bénéfices notables différents. Donc, par exemple, quand j'ai commencé à faire la méditation sur le souffle, c'était une introduction, mais ce n'était pas celle qui m'aidait le plus, je trouvais. Mais par contre, quand j'ai commencé la méditation sur les sons, j'ai commencé à recevoir des remarques du style « Mais Arthur, comment tu fais pour être aussi concentré ?» Tu vois. Donc, quand j'allais en cours, j'étais hyper concentré. Les gens me disaient, mais comment tu fais pour être concentré aussi longtemps? Donc, je voyais qu'en fait, ça commençait à affecter mes capacités d'écoute, par exemple. Tu vois. Wow. Et donc, en effet, ça me soulageait, tu vois, déjà de mon anxiété de pouvoir être dans l'instant présent 1 heure. Parce que quand tu es dans l'instant présent 1 heure, ton cortisol, il redescend à 0. Tu vois. Donc, après, moi, il sera enclenché parce que c'est le mécanisme nécessaire, mais tu peux imaginer l'énorme truc que ça te fait, tu vois. Et après, j'avais essayé aussi un petit moment, pas trop longtemps, la méditation avec une bougie. Et ça me faisait mal aux yeux. Ou juste, tu regardes une bougie, tu la regardes bouger. Et pareil, il y a des moments irréguliers, donc c'est un type de méditation aussi. Et je me rappelle encore une fois d'avoir joué à un jeu vidéo après avoir fait quelques semaines de ça et de vraiment être immergé et me dire c'est incroyable ce que j'ai devant moi, tu vois. Et donc ça, tout est lié en fonction de quel sens tu veux utiliser pour ta méditation. Mais en tout cas, les bénéfices finaux, donc l'entraînement de ta conscience de toi et de ta pleine conscience, ça, pour n'importe quel type de méditation, ça vaut le coup, tu vois. Et puis après, donc, quand tu commences à avoir des activités, après, c'est un cercle vertueux où quand tu commences à être assez en moment présent, n'importe quoi te fait rentrer dans un état de méditation, tu vois. Donc après, tu peux juste une discussion avec des amis, ça va être assez en moment présent tu vois, ça fait un cercle vertueux comme ça. Mais l'exercice de base, on va prendre ce qui est le plus dur à faire pour notre attention et donc placer vraiment notre attention sur un truc qui est dur. Le souffle, il n'y a rien de plus chiant. Bien sûr. Tu vois. Il n'y a rien de plus chiant à suivre qu'un souffle. Est-ce que tu recommandes les méditations guidées, par exemple, pour les... Et bah du coup, pour moi, il faut commencer en guidé. Ouais. Pour moi, il faut automatiquement commencer en guidé. Petit bambou, par exemple, se fait un... Exactement. Petit bambou, c'est super. YouTube, il y a YouTube et tout ça. Les tiens aussi, je sais que t'en fais sur ton... Ouais, j'en fais aussi. Mais moi, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'avant de commencer tout ça, moi, j'avais commencé une compagnie basée sur une application de méditation. Donc, j'avais créé une méditation. D'accord, ok. Elle est en anglais et là, j'aimerais la traduire un jour, c'est en cours. Ouais. Mais en gros, le produit, c'était justement parce que j'avais appris la méditation et du coup, pour moi, c'était tellement important que je voulais enseigner aux autres. Et donc, moi, j'avais fait un programme où tu commençais par 3 minutes guidées et tout seul, l'application augmentait le temps, mais te faisait passer progressivement de guidé à autonome. Parce que oui, il faut commencer par la guider pour comprendre ce que c'est. Donc, tu vas faire des méditations où les gens vont te dire, bah, tu vois, là, il faut que tu te focuses sur ça. Bien sûr. Donc, ils te disent des conseils en mode essayer de voir comment tu ressens le souffle au niveau de la gorge, au niveau des narines, etc. Donne des points d'accroche. En fait, tu cherches des points d'accroche pour savoir comment méditer. Et au bout d'un moment, on va aussi te dire, ah ben là, tu vois, on va t'aider quand tu vas partir, quand tu vas être distrait. Et on va te dire, ah, on te rappelle, tiens, tu vois, là, tu t'es distrait. C'est pas grave, donc on t'apprend la compassion quand tu te distrais, parce que beaucoup de gens sont trop durs avec eux-mêmes. Et on dit, ok, aucun problème, aucun jugement, juste tu replaces au niveau du souffle. Et je pense qu'il faut, juste avant que je te coupe, parce qu'il y a quelque chose qui me vient, et qu'il faut le dire aux auditeurs, le but de la méditation, c'est pas ne plus avoir, parce que c'est un peu ce qu'on peut avoir comme idée, c'est pas de ne plus avoir de pensée, de ne plus penser, et de se dire, bah, ah, j'ai pensé, donc ça y est, je suis nul. Et justement, le but de la méditation, c'est ok, il y a des pensées, mais essayer de se recentrer sur l'objet, comme tu as dit, la bougie, le souffle. Et je pense que c'est important de le dire pour ceux qui n'en ont jamais fait. Mais c'est comme quand tu vas à la salle de sport, tu vas pas juste prendre un poids et le garder en l'air et pendant 1 heure. Bien sûr, tu vas le prendre, le reposer, le reprendre, le reposer, tu fais des pauses, etc. C'est la même chose. Et en fait, l'acte, ce qui va muscler tes fameux muscles, c'est justement quand tu as dévié et que tu te dis, vas-y, je reprends. Tu vois. Ouais. Tu t'entraînes à cette mécanique de là, j'étais distrait, je me remets. C'est ça qui va te permettre, qui va te suivre. Après, c'est un peu comme. Après, tu peux aussi améliorer ta compétence à rester dans le moment présent, mais ça en soi, ça va de soi. Quand tu es dans le moment présent, c'est un cercle vertueux qui se met en place, tu vois. Mais c'est surtout la capacité de se dire là, j'étais distrait, je me remets dans le moment présent, tu vois.
Mais en fait, tout ça se fait de façon inconsciente et tout ce qui va se passer au final, toi, tout ce que tu vas remarquer, c'est que malgré toi, tu vas te remarquer beaucoup plus dans le moment présent. Ouais. Donc, malgré toi, tu vas te rendre compte que tu parles bien mieux, par exemple, aux gens. Tu vois, moi, j'ai pu avoir ma première copine, mais une copine depuis un long moment parce que, ma première copine après mon trouble anxieux, je l'ai eu parce que j'avais développé cette capacité à avoir des conversations, tout simplement. sûr. Avant, j'étais 100% dans ma tête, à Ouais. penser à mon Tu anxiété. disais Tu vois. oui, mais ouais, bien sûr. Voilà, et en fait, j'étais dans ma tête, tu vois, en train de stresser. Et là, j'étais dans la conversation, ça. du coup, ça me permettait d'être drôle, ça me permettait d'avoir du charisme, etc. Bien Tu sûr. vois. Ouais, c'est intéressant. Et en plus de ça, ce qui est beaucoup aidé, c'est que toutes ces réalisations que j'ai eues par rapport j'ai découvert ce que c'était le crystal bowling, j'ai découvert ce que c'était la réassurance, mais c'est parce que je méditais que j'ai eu ces réalisations-là. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas arrivé tout seul, c'est pas la grâce de Dieu ou je sais pas quoi, c'est parce que avec la méditation que j'avais développé cette compétence à avoir conscience de moi. Ouais. Tu vois, et à me rendre compte, ah oui, là, j'ai fait ce mécanisme, etc. Et donc, tu comprends l'indispensabilité de la méditation. Et maintenant, pour la pratique, je pense que ça a soulevé une très bonne question. Vous avez vu, c'est pas si compliqué, en fait. C'est même chiant à quel point c'est simple, la méditation. Et c'est quelque chose qui est dur et chiant, la méditation. Parce que quand tu attends, ce que je pense que tu voulais dire tout à l'heure, c'est que en fait, méditer, c'est apprendre, c'est essayer de méditer. Quand tu dis j'ai médité 3 minutes, pendant 3 minutes, tu vas essayer de méditer. Et tu vas peut-être être dans un état méditatif 20 secondes max, tu vois. Mais sinon, ça va juste être des enchaînements de je suis distrait, je m'en remets, je suis distrait, je m'en remets, je suis distrait, je m'en remets. Et c'est très bien. Et si tu fais ça, tu le fais très très bien, tu vois. Bien sûr. Tu le fais très très bien. Et c'est tout, tu vois. C'est pas si simple que ça, tu vois. Ouais, Enfin, c'est pas si difficile que ça, pardon. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et je disais justement qu'avec la méditation, j'avais un rapport de je t'aime moi non plus. Pourquoi? Parce que le problème de la méditation, c'est que les résultats, on en parlait un peu tout à l'heure déjà, les résultats ne sont pas vraiment, ils ne sont pas palpables, ils ne sont pas vraiment percutants, on va dire. C'est-à-dire, Au court terme, voilà, tu veux dire. c'est ça. À court terme, pour quelques semaines, on se dit, ça marche pas. Enfin, ça, c'est un truc qui arrive très souvent. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de dire que j'ai fait de la méditation, mais au bout d'un moment, je me dis, mais ça marche pas ce truc. De toute façon, c'est pour, c'est que certaines personnes. Les études, elles disent que ça marche pas sur tout le monde. Enfin, tu vois, après, tu t'entretiens comme ça. Je sais que je pense que je suis pas le seul à raisonner comme ça. De dire. Mais moi aussi, j'ai fait ça. Moi aussi, j'ai pensé ça. Hein. C'est ça. Moi aussi, j'ai pensé ça. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, je me suis dit. Comment être sûr que ça marche? En fait, moi, ce qui a le raisonnement que j'ai eu, c'est que j'étais en mode façon, mec, t'as pas le choix. Oui, voilà, bien sûr. C'est ta seule chance. Parce que, tu vois, dès le début, moi, j'y croyais pas à tout ce qu'on essayait de me proposer par rapport. Oui, on va donner un antidépresseur et voir comment ça va se passer. Non, tu vois, j'y croyais dès le début, je croyais pas. Donc, j'étais en mode, qu'est-ce qui marche? Je vais trouver des gens avec qui ça a marché. Et tout le monde disait ça. Ça devenait vraiment. En fait, j'ai vu des vidéos, tout simplement. J'ai juste vu des vidéos. Je me rappelle encore d'avoir cette vidéo de cette fille qui expliquait un peu son histoire avec l'anxiété. Et elle a dit, il y a un truc que j'ai trouvé qui marche, la méditation. Et genre, une vidéo m'a suffi pour me dire, il y a une personne qui a guéri grâce à la méditation. Mais je vais le faire. Et même si ça me met 1 an à voir les résultats, ils vont arriver. Mais c'est quand j'ai eu mes premières remarques par rapport à mon attention, quand je remarquais moi-même que j'étais beaucoup plus dans le moment présent, que en fait, ça fait un truc en toi où tu es en mode, c'est bon, les bénéfices, je les vois, c'est parti, tu vois. Mais il y a aussi le côté aussi qu'avant, je le faisais mal, tu vois. Pendant très longtemps, j'ai mal fait la méditation. Et je savais pas du tout ce que c'était. Est-ce que tu faisais, par exemple, de mal? Tu essayes un peu tout ce qu'on te dit. Justement, je pense que les erreurs classiques, c'est se dire là, il faut que je pense à rien. Et si je fais pas, je médite pas, tu vois. Ouais, il y a plein d'erreurs que tout le monde fait, tu vois. Ou alors de me dire, je vais mettre une musique, ou avoir un trop gros stimulus. Ou je me mettais une musique de, je sais pas, d'un Zimmer et je me disais, bah, si je écoute de la musique, c'est bon. Bien sûr. Pas du tout, tu vois. Et c'est quand j'ai commencé à faire la vraie méditation, tu vois, que je trouve cruellement simple pour moi, tu vois. Et je la redoutais au début, pour te dire. Tu redoutes les moments où tu as médité parce que tu sais que tu vas être seul face à tes pensées. Et vraiment seul face à tes pensées, plus aucune distraction et tout ça, tu vois. Ça fait peur. Ça fait hyper peur, mais c'est un obstacle à la méditation. Il est naturel, cet obstacle-là, tu vois. Mais il faut le faire assez longtemps pour voir les résultats, tu vois. Et une fois que tu vois les résultats, après, t'es lancé. Après, tu vois, c'est tout un chemin. Moi, la méditation, au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus que tu vois plus les bénéfices, c'est que tu vois les bénéfices trop. Et moi, tu vois, dans mon chemin de guérison, ça a été une étape d'arrêter la méditation, tu vois. Bien sûr, ouais. D'arrêter la méditation. Donc, t'as arrêté la méditation. Ouais, j'ai arrêté parce que je suis en mode,
En fait, c'est la seule chose qui me rattache à ma condition d'anxiété. Bah, sinon, D'accord. je me sentais bien tout le temps, etc. Mhm. Et en fait, au bout d'un moment, oui, je me rendais compte que ma méditation, c'était un moyen de contrôle, tu vois. Je voulais éviter les sentiments négatifs, tu vois. Et ça, c'était une fois que j'avais enlevé tous mes symptômes vraiment handicapants, tu vois. Et c'était un peu dans la étape de ma guérison où j'étais en mode liberté émotionnelle. Donc, le dernier niveau de santé mentale à atteindre, c'est pas juste contrôler. Bah, je vais te donner les 3 niveaux de santé mentale. Le premier niveau, c'est la souffrance. Mhm. Donc, c'est quand tu comprends pas les règles du jeu, entre guillemets, et juste tu souffres. Le deuxième niveau, c'est quand tu comprends les règles du jeu, et donc tu arrives moins à souffrir. Ouais. Tu contrôles les choses mieux, Mhm. tu vois. Et donc, au sein du niveau 2, tu as plusieurs niveaux. Mais il y a des gens, ils restent au niveau 2 toute leur vie, Mhm. en pensant qu'ils comprennent si je fais ça, je vais aller comme ça, si je fais ça, je vais aller comme ça. Il y aura toujours une souffrance avec ce niveau-là, tu vois, toujours. Mais le troisième niveau, c'est quoi? C'est la liberté émotionnelle. Donc, c'est en gros, que tu te sentes bien ou que tu te sentes mal, tu t'en fous. Mhm. Bien C'est sûr. pas un sujet. Mhm. Évidemment, ça arrive que quand t'as plus des symptômes sévères. Tu vois, comme quelqu'un a encore des crises d'angoisse, un truc comme ça, tu peux pas raisonner comme ça. Mais c'est quand ça devient flou, tu es en train de te demander est-ce que je suis anxieux ou pas, c'est là où tu commences à dire, ok, peut-être qu'il faut que je me dise, en fait, émotion positive ou négative, je m'en fous. Du coup, toutes les pratiques que je fais parce que je veux me sentir bien, comme la méditation, ben, je vais arrêter, Ouais, tu bien vois. sûr. Et c'est là où tu atteins la vraie guérison pour moi. C'est quand... Parce que là, maintenant, je remédite, mais plus pour ça du tout. Mhm. Maintenant, je remédite pour d'autres raisons, pour des raisons de performance, pour des raisons de relations, pour avoir des meilleures relations avec ma copine et tout ça. Donc, c'est d'autres raisons complètes, tu vois. Pour moi, la méditation reste un super outil, le meilleur qui soit, mais plus pour les mêmes raisons qu'avant, Et, tu et, vois. et, et je vais juste préciser par rapport à la méditation. Parfois, dans certains cas, et ça m'est arrivé, et je pense que je suis pas le seul, la méditation devient une forme de compulsion. C'est-à-dire qu'on Ouais, se sent mal, et ça, je pense que tu peut-être en parler, on c'est se ça. sent mal, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la méditation pour se sentir Ouais, un peu moins mal. Et, je le faisais, ça aussi. et ça, c'est difficile à se dire quand est-ce que je fais de la méditation, quand est-ce que je... Bah, en soi, Tu c'est vois? simple. Si tu suis ma routine, tu Oui, médites que quand tu fais ton moment anxiété. ah, tu m'as Donc, tu as anxiété, ouais. 2 moments dans la journée où tu médites. Ouais. Et si c'est pas dans le moment anxiété et que tu es anxieux, Mhm. et que tu as envie de méditer, mais t'es pas en ton moment anxiété, tu médites pas parce Ouais, que t'es pas en ton moment anxiété. bien sûr. Et donc, Ok. parce qu'entre les 2 moments, dans la routine de guérison, tu vois, tu as les 2 moments anxiété qui sont le matin et le soir, mais entre les deux, Mhm. et la nuit, entre ces moments anxiété, tu bascules en mode désintérêt de solution, Mhm. en mode entraînement au désintérêt de solution, où c'est en mode, justement, tu t'entraînes à cette fameuse liberté émotionnelle où tu es en mode, je me sens bien, je me sens mal, je vais rien faire pour essayer Mhm. de régler le problème. Je vais rien faire pour essayer de contrôler comment je me sens, tu vois. Et s'il y a une peur qui arrive, qui est envahissante, ce qui est le cas souvent, Ouais. ce que tu vas dire, c'est je verrai plus tard. Mhm. Je verrai au moment anxieux, là, Ouais. comment résoudre ça. Mais là, on s'entraîne aux D'accord. intérêts de solution. Donc j'attends. C'est pas en mode j'y pense pas, parce que tu vois, c'est la compulsion. Si tu dis à ta compulsion, je vais plus y penser, voilà, ton corps il va dire non, mec, non, il y a un vrai problème, faut qu'on s'en occupe, tu vois. Mhm. Tu lui dis non, mais t'inquiète, on y pense juste au prochain moment, c'est donc ce soir, au moment du créneau, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe en général? Soit si tu as oublié ton angoisse, tu sais même plus ce que c'était. Mhm. Soit tu vois beaucoup plus clair et tu peux avancer, tu vois. Super, non, super intéressant cette technique d'avoir des moments pour Ouais. l'anxiété, justement, compartimenter l'anxiété à ces moments et en dehors de ça, ne pas résister, enfin ne pas subir l'envie, le besoin, le désir de compulser. Parce que Mm. justement, enfin, je me suis un peu renseigné sur le truc parce que bah, déjà, je suis enseignant, donc j'aime bien comprendre les Mm. choses et Ouais. surtout des choses qui me concernent. Et je me suis rendu compte que, parce qu'il y a au sein de l'anxiété qui est pathologique, donc qui souffre, qui fait souffrir, parce que l'anxiété, sinon, enfin, on a tous de l'anxiété, enfin, c'est discuté Ouais. chez les psychologues, mais c'est voilà, une émotion pour certains, c'est une émotion. Donc, on en a tous forcément de l'anxiété, on va être anxieux pour un examen, on va être anxieux pour un vol, bref, ça on a tous. Mais l'anxiété, au bout d'un moment, elle devient pathologique, c'est-à-dire qu'elle C'est un handicape. trouble dans cette. Voilà, c'est Ouais. ça. Trouble anxieux, elle handicape la personne. Et Mm. parmi ces troubles anxieux, il y en a différents. Il y a les troubles paniques, c'est-à-dire les attaques de panique. Il y a, Mm. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les phobies spécifiques, c'est-à-dire qu'on a des phobies Ouais. particulières sur certaines choses. Il y a l'anxiété généralisée, c'est-à-dire là vraiment, on est anxieux pour tout, on est tout le temps Ouais, anxieux. grave. Et il y a les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Et il s'avère que entre l'anxiété généralisée et les TOC, il y a quand même pas mal de ressemblances. C'est-à-dire que Pour moi, honnêtement, Morgane, pour c'est moi, ça. cette notion-là, je te coupe, désolé, hein, Ouais, mais pour moi,
pour moi, on veut compliquer un problème Ouais, parce on veut pas le résoudre en faisant ça. Ça sert à rien de se dire: «Est-ce que j'ai ça? Est-ce que ouais, j'ai ça? Est-ce que j'ai ça?» mmh, En fait, pour moi, c'est un truc qui m'a fait guérir. C'est quand ouais. j'arrêtais de me dire: «Vas-y, est-ce que j'ai ça?» Parce qu'avant, j'étais Oui, dans bah, cette oui, optique de: «Ah donc là, il y a ce compartiment anxiété où j'ai une anxiété par rapport à ça, donc ça s'appelle comme ça et ça». Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout venait des mêmes 3 sources: le contrôle, l'attitude, la réassurance. Pour moi, t'as pas mmh, eu soit un tag, soit une phobie d'impulsion, soit un tel ou quoi. Et ça se voit dans les gens que je suis en coaching, ça se déplace en fait au final. bien sûr, Quand les gens sont anxieux pendant plusieurs années, en fait, ils vont avoir une phase où ils vont avoir des togs, une phase où ils vont avoir des tags, de l'hypocondrie, etc. absolument. Ton problème, c'est que t'as pas un trouble d'anxiété, tu as un trouble de contrôle, ça c'est de réassurance. Mmh, C'est ça ton problème. ouais. Il est là le problème. Le reste, c'est des conséquences. Oui, bah, oui. Tes tocs, c'est Symptômes. une conséquence de ça. Mmh, Ton tag, c'est une conséquence de ça. ouais. Et c'est ça où je suis pas d'accord avec la méthode occidentale. C'est cette façon dont on veut mettre des étiquettes de choses parce qu'en fond, en fait, on ne les comprend pas, en fait. On ne les comprend pas, on essaie de les compartimentaliser pour avoir une impression qu'on les comprend et Et voir un peu plus clair un truc qu'on ne comprend pas. et ça soulève un point très important, ce que tu dis et je pense qu'on ressent aussi quand on souffre de l'anxiété, hem, c'est que les thérapeutes, les spécialistes qui nous accompagnent, donc que ce soit le psychiatre ou la psychologue, parfois, lorsque l'on parle de nos problèmes, on n'a pas forcément l'impression d'être compris parce que ces personnes-là Mhm. n'ont pas vécu, heu, Ouais. l'anxiété. Donc, la connaissent théoriquement, connaissent ce que c'est que l'anxiété Ouais. théoriquement, les symptômes physiques, les symptômes mentaux, mais ne l'ont jamais éprouvé. Et Ouais. ça, je pense que c'est pour ça que moi, je suis tes vidéos parce que toi, tu l'as vécu. Toi, tu sais ce que c'est. Ouais. Et quand, dans ton discours, c'est pour ça que ce que tu fais, ça fonctionne super bien et encore bravo pour ton travail. C'est ton discours, il, il rentre dans la tête des gens parce que les gens savent que c'est exactement ce qui se Mhm. passe pour eux. C'est-à-dire, Mhm. quand on a ces problèmes-là, quand toi tu les cites, tout de suite, tu sais très bien attirer l'attention. Tout de suite, hop, on accroche et on sait que ta vidéo, elle va nous être utile. Et la différence entre toi, par exemple, et un psychiatre, les psychiatres peuvent être nécessaires, comme on l'a dit tout à l'heure, quand Mhm. c'est vraiment grave, mais c'est que toi, tu as vécu ça. Alors que d'autres psychologues, notamment les psychologues, il y en a, ils n'ont jamais vécu ça. C'est que la théorie et tu leur dis, OK, TCC, on applique la TCC, mais ils l'ont jamais vécu, tu vois. Et donc, Mhm. c'est assez Pour moi, ambivalent en tout fait, sentiment. pour moi, c'est complémentaire. Et en fait, on est dans une heure et ça me saoule. Et je pense, honnêtement, je pensais, parce que je l'ai été au début quand j'ai lancé ma chaîne, tu vois. Je recevais des messages de psychiatres, même bizarres des fois. Ils avaient des profils hyper bizarres, enfin bref. Donc, est-ce qu'ils étaient vraiment psychiatres? Je Oui, sais pas. bien sûr. Mais qui faisaient tout un discours comme quoi ce que je faisais, j'étais pas médecin et donc j'étais pas légitime, Ouais. etc. Tu vois. Et ça, c'est une question qui m'a toujours taraudé, et même quand j'étais patient, tu vois. C'est que on est dans une société où faire des études, donc lire des livres et passer des examens te rend plus légitime que vivre un truc et trouver la solution. Alors, c'est fou ce que tu dis, mais nos parcours se ressemblent là-dessus. C'est vrai que moi, je suis enseignant en droit, je fais des vidéos sur Internet et bah, j'ai pas un doctorat, tu vois. Normalement, pour être enseignant en droit à Mhm. la fac, il faut avoir un doctorat. Et je me prends très souvent des critiques, exactement les mêmes que toi, selon lesquelles je ne suis pas légitime à parler de droit parce que j'ai pas fait de doctorat, donc je suis pas légitime à l'enseigner, je raconte n'importe quoi. Alors que Mhm. ce que j'enseigne, c'est des choses que j'ai apprises et les problèmes que je rencontre et que j'essaie de solutionner, c'est les problèmes que j'ai rencontrés durant mon parcours. Donc, je pense qu'on est encore plus légitime à avoir trouvé ces solutions, d'en parler, tu vois. C'est délicat C'est... de. En fait, moi, tu vois, j'ai abandonné ce combat. Oui, voilà, moi, c'est pareil. Pour moi, en fait, je ne veux pas de la réalité d'autres personnes, Hmm, donc je vais pas perdre du temps à les convaincre, en fait. Tu bien vois. sûr. Genre, j'ai vécu dans cette réalité-là où la légitimité venait d'un diplôme. Hmm, Ça n'a pas marché pour moi. Quand j'ai passé ma confiance sur ça, ça n'a pas marché. hmm, Maintenant, attention, moi, j'ai eu une psy qui était hyper top, tu vois. ouais. Pour moi, les psychologues sont nécessaires, Bien tu sûr, vois. bah oui, complètement. Tu peux pas Faut trouver guérir le sans bon, avoir un suivi. comme on Il dit. faut trouver le bon, mais Ouais, une fois que tu l'as, il faut le suivre. bien sûr. C'est Ah, bah pas oui. c'est pas tu vois, il y a des gens qui veulent guérir tout seul et il y a des gens qui m'énervent dans mes abonnés et ils veulent, oui, t'inquiète, je vais arriver tout seul. Toi, je suis en mode, non, mais tu perds ton Hmm, temps, là. hmm, T'es pas sérieux. hmm, Il faut que tu sois un psy quotidiennement, toutes les semaines, bien tu sûr. vois, pas quotidiennement, mais toutes les semaines au moins, tu vois. Parce que, justement, ce fameux travail de CCR,
l'examination nécessaire, les identifier, les observer, tout ça, il y a personne qui est mieux qualifié qu'un psychologue Bien sûr. et qu'un psychiatre. Parce que là, pour le coup, ils ont développé des compétences qui sont très très fortes par rapport à ça, tu vois. Donc même un psychanalyse, qui moi sont mon préféré, il va être hyper fort pour ça, tu vois. Parce que justement, ils sont formatés à ça pendant plusieurs années, tu vois. Et donc, pour moi, ils servent à ça. Ces outils, ces soutiens, pour faire ce travail quotidiennement. Ils vont t'aider justement Bien sûr. à faire ce travail sur toi. Mais quand on va te dire après, tu peux guérir, tu peux pas guérir, voilà ce qu'il faut faire ou quoi. Non, là, moi, comme je t'ai dit, j'ai arrêté de me battre. Au bout d'un moment, il y a des gens, chacun vit dans la réalité qu'il C'est choisit. ça. Les chiens Je aboient, la sais que caravane moi, passe. c'est ça. Que c'est passé tout récemment. Et pour moi, à partir du moment où j'explique, tu vois, dès que je dis une information, dès que je dis un conseil, il est toujours expliqué, tu vois. Et donc, ça donne la possibilité à n'importe qui de trouver mon explication logique Bien ou sûr. pas logique. Bien sûr. Et des fois, ma explication va pas convaincre les gens. Et pour moi, c'est ta seule légitimité, en fait. Ta seule légitimité, elle vient de tes résultats, C'est ça. tu vois. Complètement. Genre, moi aussi, genre, je vois très bien que ça a marché sur moi. Je vois très bien que ça marche sur mes clients, sur beaucoup de mes clients. Il y a quelques épisodes, je faisais un call avec Orlan qui a depuis guéri avec cette méthode-là. Donc, pour moi, genre, il y a même plus l'ombre d'un doute. Et c'est tellement devenu affligemment logique que la méthode qui est mise en place aujourd'hui en France ne marche pas, que pour moi, c'est un non-débat. Genre, j'ai même plus envie de répondre à ça. Tu vois. Et s'ils ne sont pas d'accord, bah, ils choisiront leur propre réalité. Et moi, après, j'ai mon rôle aussi d'expliquer. Tu vois, chaque chose que je dis mérite une explication. Et c'est l'explication. Donc, c'est aux personnes, tu vois, d'avoir la responsabilité de te dire qu'est-ce qui légitimise l'information que je récolte. Est-ce que c'est le charisme de la personne ou est-ce que c'est les explications logiques qu'elle me donne, tu vois. Et ça, c'est à chacun de voir, tu vois. Moi, je sais que je suis pas le plus charismatique. Je voulais même pas devenir influenceur là-bas. Je suis le dernier type de personnalité pour devenir influenceur, tu vois. Mais je sentais que j'avais un truc à expliquer, tu vois. Bravo. Et donc voilà, après, les gens font leur choix comme ils font. Mais comme je te dis, toi, tu dois avoir ce problème-là. Mec, le meilleur conseil que je peux donner, c'est juste ce combat, il mérite même pas d'être. Bien sûr. Ah bah non, mais je. Tu vois, continue de te prouver. Tu vois, t'as accumulé, je sais pas combien d'abonnés. T'as combien d'abonnés sur YouTube? Sur YouTube 200 000, sur Insta Ah ouais, 200 ok. 000, ouais. Mais voilà, en fait, tu n'aurais pas accumulé Non, mais bien sûr. autant d'abonnés Bien sûr. si Bah, c'est ce que. tu n'avais pas compris les choses et qu'il n'y avait pas un bénéfice quand les gens ils t'écoutent Bien sûr. et qu'après ils implémentent ce que tu fais et que ça marche. C'est ce qui se passe. Les gens écoutent ce que tu dis, ça marche. Du coup, ils continuent de te suivre. Ouais, Sinon, ils se seraient des abonnés de ta page, tu vois. C'est ça. Il y a plein de mecs qui étaient censés me guérir de l'anxiété, des créateurs de contenu à qui j'ai donné ma chance, que j'ai fini par les abonner parce que ça marchait pas ce qu'ils me disaient, tu vois. Donc, c'est pareil avec toi. Pour moi, c'est un peu le bon côté de la nouvelle génération, c'est que maintenant, tout le monde peut aller sur Internet, tout le monde peut donner de l'information, donc c'est la meilleure information qui gagne. Et on n'est plus dans l'âge où c'est gardé, tu vois, par des chaînes ou par des agences ou quoi. Maintenant, c'est seulement l'information qui marche qui est gardée. Et pour moi, ça me rend très optimiste, d'ailleurs, par rapport à la condition de l'anxiété sur Terre. Pour moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, on vit le dernier siècle de l'anxiété. Pour moi, depuis que l'accès à l'information est rendu aussi public, et qu'il y a des algorithmes qu'on critique beaucoup, mais qui permettent aux gens de trouver des réponses à leurs questions, et ben, inévitablement, les mauvais vont être filtrés, et puis les bons vont rester. Et ça se trouve, tu vois, dans quelques années, il va y avoir un autre influenceur qui va encore mieux comprendre l'anxiété que moi. Et ben, s'il arrive et qu'il a des meilleurs résultats, moi, je vais disparaître. Et c'est comme ça. Et ce sera tant mieux, tu vois. Tant mieux. Alors, tu vois. ça pose une difficulté, là, lorsque tu parles, ça m'évoque quelque chose. Ça pose une difficulté en tant que patient, c'est-à-dire qu'on peut être perdu. Ouais. Finalement, Ouais, c'est sûr. on est perdu en tant que patient entre est-ce qu'il faut écouter le conseil du psychiatre, est-ce qu'il faut écouter le conseil du psychologue, est-ce qu'il faut écouter le conseil d'Arthur. En fait, on est là, au milieu de tout ça, avec cette multitude d'informations, et en tant que patient, je pense que je ne suis pas le seul à le subir, on ne sait pas trop finalement vers quelle source aller, parce que le psychiatre... Mais est-ce que, petite question, est-ce que tu as déjà eu une information qu'un psychiatre te disait qui rentrait en contradiction directe avec ce que je te disais? C'est ça. Du moins, ça ne... Ils en parlent... En fait, tout ce que tu disais... Ouais, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. C'est juste, tu vois ça? Genre, c'est même pas qu'on n'est pas d'accord. C'est qu'on... Juste, ils omettent une partie de la thérapie, en fait. C'est ça le problème. Encore, on serait dans une histoire de... Il y a des points où je suis pas d'accord, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec la façon dont on prescrit les benzodiazépines. Bien sûr, bien sûr.
Et je le dis, pour moi, c'est un scandale, tu vois. Bien sûr. Je suis pas d'accord avec la façon dont on va faire durer trop longtemps les explorations de trauma, tu vois. Pour moi, ça a son utilité, mais à bout d'un moment, ça doit s'arrêter. Ok. Mais à part ça, il y a pas beaucoup de choses Mm. envers qui je suis pas d'accord avec eux, en fait, Ouais, tu bien sûr. vois. Donc au final, mais je comprends ce que tu dis, hein. Moi, j'avais le même problème. Tu sais plus qui croire. C'est ça. Là où je suis pas d'accord aussi, c'est quand je dis que tu peux guérir un trouble anxieux. Alors que t'en as qui disent que tu peux Bah, pas c'est ça. guérir un Alors, trouble anxieux. c'était ma question d'après, justement. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Là, il y a un gros Là, voilà. désaccord et je sais pas comment plus le dire que je suis pas d'accord, tu vois. Mais après, moi, ma preuve, mon argumentation, c'est ma méthode, Et tu vois. ton expérience. Essaye ma méthode et tu verras, tu vois. Complètement. Et voilà, donc, mais je comprends ce problème. Pour moi, il faut juste que tu fasses un filtre au bout d'un moment. Tu vois, moi, Ouais, bien au sûr. bout d'un moment, j'ai filtré à une personne. C'était Denis Simsek. Ouais. C'était mon seul créateur de contenu. J'en avais quelques autres à côté quand même, mais juste, au bout d'un moment, tu fais confiance, tu suis ton instinct et je suis très heureux d'avoir écouté ce mec parce qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, pour te dire un peu, c'est que je l'avais tellement écouté. Et vu il fait beaucoup de contenu audio, que je l'avais sur mon épaule, tu vois. Genre, je savais dès que j'avais une situation anxieuse où j'avais un choix, un doute qui s'imposait, est-ce que je dois agir ou pas, Pense à lui. qu'est-ce que je dois faire parce que là, je suis anxieux, et ben, je me disais, ok, qu'est-ce qu'il aurait fait Denis, tu vois. Et en fait, ça me semblait logique, la chose à faire. Et du coup, après, j'ai juste continué comme ça, et au bout d'un moment, bah, ça a marché, quoi. Ah, c'est bien longtemps, et effectivement, tu as raison, tu as l'avantage de l'expérience, de ce qui t'est arrivé. Pourquoi ne pas laisser ta chance, par exemple, aux auditeurs qui écoutent, qui doutent peut-être de ce que tu dis, ou qui pas forcément doutent, mais voilà, sont confrontés à différentes sources, ce qui est mon cas, ce qui a été mon cas et ce qu'il est encore. Mais Ouais. là, tu as soulevé un point important, c'est-à-dire que hier, je me baladais encore sur TikTok, je tombe sur une vidéo d'une psychiatre dont j'aime bien les vidéos, tout ça, parce qu'elle parle des molécules, dont moi ça m'intéresse, et elle disait, il y avait une question, c'était est-ce qu'on peut guérir l'anxiété? La réponse qui a été donnée par cette psychiatre, c'est non, on ne peut pas guérir l'anxiété, mais on peut apprendre à vivre avec. Donc en fait, on se trouve dans un truc où il y a vraiment il y a une Mais fonction. un trouble d'anxiété ou de l'anxiété? Elle dit ça Je pour pense l'anxiété ou que pour le trouble ce qu'elle d'anxiété? voulait dire, c'était trouble anxieux, je pense. Voilà, Ouais. je suis pas, après, je ne veux pas dénaturer ses propos. Mais souvent, j'ai entendu ce truc en disant est-ce qu'on peut guérir Moi des aussi. troubles anxieux? Bah, pas vraiment, on peut apprendre à vivre avec, quoi. C'est un peu le problème, tu vois. Et Ouais, mais j'ai eu la même. C'est pour ça que pour moi, tu vois, tous les anxieux ont la peur de devenir fou. Bien sûr, bah, Tu ça, je l'ai vois. eu, ouais, complètement. Ça, tu l'as eu. Moi, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait être fou pour guérir l'anxiété. Ouais. Fallait faire un truc que même des médecins. Mais moi, après, j'ai pas eu ce problème-là trop parce que ma psy, elle me disait oui, tu peux 100% guérir l'anxiété, tu vois. Donc, moi, j'ai pas eu trop ce problème. Mais j'entendais quand même, tu vois, cette notion qui revenait souvent. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il suffit qu'il y ait une personne qui y croit et j'y crois, Ouais, tu vois. Donc, tu perds un peu la notion des statistiques, bien sûr. quoi. Ouais, c'est délicat. Bah, c'est sûr que cette question est délicate et c'est super. En tout cas, tout ce que tu peux faire sur Internet, comme ça, vraiment, c'est génial. Et je pense que c'est ton succès. Bah, déjà, tu le mérites et je pense qu'il n'est pas anodin et que tout ce que tu dis, bah, ça parle à beaucoup de gens parce que toi, Ça me touche beaucoup, Morgane. parce que toi, surtout, tu l'as vécu. Et c'est sincère Mm. et tu l'as vécu et ça se sent à travers tes propos que bah, tu as envie d'aider. Parce que je pense qu'on se ressemble là-dessus un peu. Fait que si on s'est lancé sur les réseaux, c'est aussi pour aider les autres, pour toi bah, aider les personnes qui veulent mieux vivre avec l'anxiété, voire guérir l'anxiété. Et bah, moi, c'est surtout bah, pour aider notamment les étudiants en droit à réussir leurs études, mais pas que aussi. Mon objectif sur les réseaux, c'est la culture générale, c'est apporter voilà, de l'orthographe, la langue française, bref. On a tous les deux une envie. Je pense qu'on doit avoir une sensibilité qui est proche aussi. On a une envie d'aider les autres, tout simplement. Et je pense que c'est ça, donc, notamment, que c'est à ça que tu dois ton succès sur la réseau. Bah, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci Morgane. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je reçois des messages, j'en reçois beaucoup, hein, tous les jours et tout. Et quand je vois des clients ou des abonnés de longue date qui m'envoient des messages pour me dire, ah, c'est bon, j'ai enfin réussi je me sens tellement mieux, ça marche et tout ça, je suis en mode yes, quoi. Ça me procure un plaisir qui est incroyable et je sais qu'après, en fait, ce qui se passe, ce qui me dépasse pour moi, c'est que ça va créer un effet en chaîne, tout ça. Une personne qui guérit peut en aider Bien 100. sûr, bien sûr. Et au bout d'un moment, ça va devenir comme une espèce de bouche à oreille, ça va devenir un phénomène où bah, tous ceux qui ont trouvé la bonne méthode vont la partager à d'autres personnes et ça va redevenir le nouveau normal, tu vois.
Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est le dernier siècle de l'anxiété, parce que ça, c'est ce qui va se passer, en fait. Tu vois, au bout d'un moment, on va pas pouvoir continuer de dire que les troubles Oui. anxieux n'existent pas, tu vois. Bien sûr. Quand il y aura assez de mecs qui prouveront que c'est pas le cas. Donc, voilà, mais je voulais quand même finir ce call par rapport à toi, et pour que tu fasses un peu le point avec moi de où est-ce que tu en es dans la guérison, qu'est-ce que tu penses qui te manquait dans l'implémentation de la guérison, Carrément. qu'est-ce que tu vois te faire dans le futur, où est-ce que tu en es? Qu'on fasse un petit point. Ok. Déjà, aujourd'hui, ma souffrance, elle se situe notamment au niveau des idées obsessionnelles, c'est-à-dire des idées obsessionnelles, des pensées obsessionnelles. C'est-à-dire que j'ai l'impression de moins avoir d'anxiété généralisée. Alors peut-être que je suis aidé par la médecine, par les médicaments là-dessus, mais aussi parce que je comprends mieux un peu mes mécanismes. Ouais. Donc, l'anxiété généralisée, le tag, c'est vrai qu'il est quand même moins présent aujourd'hui. Mes attaques de panique, j'en fais quasiment plus dans les lieux publics, parce que j'ai eu cette période agoraphobie très Ouais. importante, très très importante, qui aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'étais en festival cet été, par exemple, à Cannes. Ah, Donc, c'est une énorme victoire. voilà, ça, ça mon c'est une gars. énorme victoire C'est une énorme et victoire. c'était incroyable d'y aller. Et je me sentais pas du tout capable, mais je suis allé, c'était trop cool. Et donc, aujourd'hui, vraiment, ce qui me pose problème, c'est ces idées obsessionnelles, ces termes, ces concepts qu'on va avoir en tête, mais par exemple, 500, j'ai un payé 500, voire 1000, 10 000 fois dans la journée, qui tournent en boucle, Ouais. qui nous font du mal parce que c'est des pensées qui sont contraires à nos valeurs, c'est lié aux phobies d'impulsion. Mais le truc, moi, c'est que j'ai l'impression d'être le seul à ressentir ça, tu vois, à avoir ça, de me dire, ça y est, j'ai un problème au cerveau, j'ai une toute nouvelle maladie qui n'a pas encore été dépistée. Non, mais moi, Tu j'ai vois, beaucoup de clients qui ont le même problème que toi. Hein. et de se dire, en fait, j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce type de truc où tu as une pensée, tu as un mot, notamment un mot qui n'est pas forcément très agréable à entendre, qui tourne en boucle dans ta tête toute la journée. Toute la journée, toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Et tu te dis, et je suis fou, quoi. J'ai l'impression de. J'ai jamais eu ça. Est-ce que je vais aller mieux un jour? Et parfois, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que je vais dire de ça? Est-ce que je vais aller mieux? Et donc là où j'en suis, c'est ça aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir fait du chemin sur ce qu'est l'agoraphobie, sur le tag, tout ça, effectivement. Mais aujourd'hui, ce qui me pose problème, c'est ça. C'est les. Faut que tu appliques ce qui a marché pour les autres pour ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a marché pour les autres problèmes que tu as eu? Pour l'agoraphobie, par exemple. C'est d'y aller, de s'exposer, voilà. Mais le problème de ces idées, c'est comment s'y exposer, tu vois. En fait, tu as exposé ton talent. Tu es exposé constamment. Ouais, c'est ça. C'est pas ça le problème. Ouais. Le problème, il vient. Donc, pour te rappeler la boucle de la guérison, c'est EDORAS. Exposition, déclenchement, observation, renonciation, acceptation et succès. Et donc, tu t'exposes, tu n'as pas besoin de le faire, tu t'exposes tout seul. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est avec le déclenchement. Ouais. Et c'est là où je veux que tu mettes toute ton énergie. C'est quand tu vas avoir ces pensées qui vont survenir, ne pense pas à la pensée qui est là. Ouais. Pense à tout ce qui vient après, tout ce qui vient de toi, tout ce que tu essaies de mettre par-dessus cette pensée qui, pour toi, hein, peut te sembler être la chose constructive. D'accord. Sûrement. Si ça, justement, plus ça te paraît être constructif, entre guillemets, plus c'est ça le problème. D'accord. Plus c'est ça que tu fais justement répétitivement. Tu veux arrêter d'y penser, et du coup, tu mets en place des schémas de pensée, tu vas te dire des choses qui peuvent te sembler être les plus positives à te dire, mais en fait, en faisant ça, tu réagis et donc tu alimentes l'anxiété. Ton cerveau, en fait, il fonctionne que d'une façon, il ne comprend qu'une seule chose, c'est il va observer tes réactions. Donc, dès que tu vas avoir un élément déclencheur, un sujet en particulier, qui peut être, justement, ça montre ça avec les phobies d'impulsion, n'importe quel sujet peut devenir anxiogène. Bien sûr. N'importe quel sujet. Un mot peut devenir anxiogène, tu vois. Complètement. Et en fait, pourquoi? C'est parce que ton cerveau, pour chaque élément déclencheur, pour chaque chose, il va observer ta réaction à cette chose. Donc, il va se dire, il va te regarder comme ça, l'élément va arriver. Il va y avoir une réaction émotionnelle. C'est quand la réaction émotionnelle arrive que le cerveau se dit, il y a un truc qu'il faut que je regarde. Donc, tu vas avoir de la peur. Tu vas repenser à ce mot-là. Ça va te faire peur. Tu vas avoir la peur qui est liée à tout ça. Donc, le fait de jamais dire, etc. Ton cerveau va être en mode, OK, qu'est-ce qu'il va faire, Morgane? Est-ce qu'il va réagir ou pas? Mais peu importe ta réaction, qu'elle soit positive ou négative, il va regarder est-ce que tu réagis, oui ou non. Ouais. Est-ce que tu vas penser quelque chose en retour? Est-ce que tu vas essayer de convaincre l'idée? Est-ce que peu importe ce que tu vas faire, tu vois. Si tu le fais, il va se dire OK, je note. Et il va augmenter deux choses, le degré d'importance et le poids émotionnel du sujet. Oui. Le degré d'importance, c'est la fréquence à laquelle tu vas y penser. Le poids émotionnel, c'est à quel point ça va t'affecter.
quand tu vas y penser. Et c'est ces deux choses-là qui construisent ta tendance anxieuse et donc qui font que c'est un problème pour toi. Et toi, ce que tu veux faire, c'est baisser ces deux éléments-là. Degré d'importance pas émotionnel. Et donc, tu l'as compris maintenant. Qu'est-ce qui fait que ça va baisser? C'est quand ton cerveau va t'observer et va voir que tu réagis pas. Bien sûr. Quand il voit que tu as la pensée et que cette fois, tu fais les choses différemment et tu réagis pas, il va ça va pas être si important. Du coup, hop, il va baisser de 1 le degré d'importance et la réaction émotionnelle. Du coup, la fois d'après, tu vas quand même être affecté par ça. Mais 1 de moins. Etc. Tu vois. Et donc, tu vas peut-être augmenter, baisser, jusqu'à ce que... Et d'après toi, ce qui justement aide à ça, c'est le journaling et la méditation, justement, qui permet d'identifier les pensées qui sont subséquentes, on va dire, les pensées qui viennent juste après. Parce que j'ai pas vraiment de compulsion physique, ça va être surtout des tocs mentaux. C'est ce qui s'appelle des pure O aux États-Unis, c'est-à-dire des pures obsessions. C'est-à-dire des concepts, des pures obsessions, comme ça. Et finalement, ce qui va permettre, d'après toi, c'est de faire du journaling et donc d'analyser, de prendre conscience des pensées qui surviennent juste après, par exemple, qui est un élément déclencheur. En l'occurrence, moi, quand j'entends ce mot-là, je me dis, oh putain, ça y est, je vais pas bien, je vais être obsessionnel. Et donc, voilà, c'est un type de réaction. Note cette phrase. Tu vois, cette phrase, je la note. Quand tu fais ton journaling, tu dis, je fais cette phrase. Je la dis tout le temps. Je dis, je vais rester comme ça pour toujours. Et moi, en fait, tu vois, j'avais cette peur. Je vais rester comme ça pour toujours, tu vois. Dès que j'étais anxieux, bam, j'ai ça pour toujours. Et du coup, c'était devenu obsessionnel, toujours avoir cette peur de rester comme ça pour toujours, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai remarqué que quand j'écrivais mes trucs, bam, je remarquais toujours la même phrase. Et à force d'écrire cette phrase, et je l'ai écrit un nombre de fois, au bout d'un moment, cette phrase, c'était plus qu'une phrase dans ma tête, en fait. Elle perdait de sa valeur émotionnelle parce que j'étais en mode, je sais ce que je la connais, en fait, c'est juste une phrase, c'est 3 mots, il y a un jeu, il y a un V, et c'était comme toute ma vie, c'est tout, c'est juste un ensemble de mots qui étaient mis dans ma tête, quoi. Et au bout d'un moment, j'arrête. Du coup, j'ai eu des pensées de renonciation, tu vois, toujours le mot-clé, pensée de renonciation, c'est ton objectif, par rapport à cette idée-là, où au lieu d'avoir une volonté de dire la phrase, j'avais du désintérêt envers cette phrase. J'ai sentais la compulsion de la dire, tu vois. Après, je suis en mode, on va pas le refaire encore une fois, tu vois. En fait, je m'étais lassé, tu vois. Et pour moi, il y a cette notion de lassitude qui t'aide beaucoup, tu vois. Où, tu finis par te lasser de dire toujours la même phrase. Mais pour que tu puisses te lasser de dire toujours la même phrase, il faut que tu les identifies. Parce que tu es capable de dire toujours la même phrase toute ta vie. Si tu t'es pas posé un moment pour l'identifier, tu vois. Et donc, à force de l'écrire, la force de l'écrire, si tu fais ça, voilà, d'où l'intérêt. Ça la conscientise, et en plus, ça tu diminues son importance émotionnelle. Et un jour ou l'autre, ça va peut-être arriver direct, peut-être après un mois, peut-être après plus, je sais pas, tu vas avoir une pensée de renonciation, donc tu vas, d'un coup, ça va même pas venir de toi, c'est ton inconscient qui va dire, mais on s'en fout ça, non? Tu vois, genre, est-ce qu'on va vraiment refaire ça encore une fois? Non, la flemme, non. Ça va pas enlever la peur, tu vois. C'est pour ça que Edoras, donc déclenchement, observation, renonciation, et A pour acceptation. Parce que la peur, elle reste là. C'est dur, accepter. Et c'est chiant, ça. C'est hyper chiant, tu peux rien y faire. Et ça m'a mis du temps à me dire, donc là, j'ai une émotion négative, je vais rien faire. C'est horrible, ça. Et ça, faut que tu le débloques au moment, tu vois. Et tu fais ça. Et après avoir accepté assez longtemps, tu y penses plus. Et tu y repenseras peut-être dans genre un mois, il sera, moi, j'avais vraiment peur de ça, moi. Bizarre. Et tu repenses à autre chose, tu vois. Parce que le degré et le poids émotionnel aura été réduit à 0. Et après, impossible de le re-alimenter, puisque tu sais ce que tu fais. Impossible de le réalimenter, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, les médocs, c'est très bien, mais c'est temporaire. Oui, bien sûr. L'idée que tu vas prendre un médoc et qu'après, ça va te guérir pour toujours, même les médecins, ils n'y croient pas. Non, c'est le journaling, le fait de comprendre toutes ces choses-là, une fois que tu as fait le travail, même si c'est chiant, ça prend du temps et c'est pas agréable au court terme, une fois que tu as compris ce que c'est du listing de réassurance, tu n'en feras plus jamais de ta vie. Et donc, tu as fermé une vanne de ton anxiété que tu ouvriras plus jamais. J'espère. J'espère en guérir au moins de tout ça, effectivement, dans les prochains mois. Et quand tu parlais, il y avait alors je ne sais pas si on a le temps, si on a le temps de poser une dernière petite question. Vas-y, dis-moi. Parce que je pense que c'est une question que se pose aussi beaucoup d'auditeurs. La théorie comportementale et cognitive enseigne que pour guérir d'un trouble anxieux, il faut accepter, notamment l'acte thérapie, c'est acceptation. Le problème, et ça c'est un truc auquel j'ai été confronté, et je pense que les auditeurs aussi, c'est
ça veut dire quoi accepter et Accepter. comment accepter. Ouais. En fait, tu vois, c'est ça, c'est de dire accepter, Ouais. ok, je veux bien Très bonne accepter, ok, question. j'ai compris, il faut accepter. Mais ça veut dire quoi accepter? Tu vois, et peut-être que tu Bah, pourras m'aider aussi. pour moi, justement, c'est le lâcher prise. Tu vois, le Ouais, lâcher bah, prise. Tu vois, l'idée du lâcher c'est prise. Donc, dur c'est ça. le solution miracle. T'as plus à lâcher prise, ça ira, ça ira, tu vois. Ouais. Pour moi, le lâcher prise, faut comprendre que c'est un sacrifice. Et- C'est-à-dire. Quand tu lâches prise, tu sacrifies l'instant présent pour le futur, tout Ouais. simplement. Ouais. Et donc, accepter, c'est quoi? C'est juste, en gros, dire, bah là, maintenant, c'est chiant. Mhm. Là, ça fait chier, tu Ouais. vois. Et il n'y a rien que je puisse faire. D'accord. C'est juste chiant, tu vois. S'il y a une notion où, en fait, tu essayes plus de résoudre le problème. Mhm. Pour moi, c'est même pas juste cette notion, c'est ça, en fait. C'est déjà, il faut que tu aies fait l'observation et la renonciation avant pour vraiment accepter. Tu peux Ouais. pas accepter si tu n'as pas fait le travail d'observation et de renonciation avant, tu vois. Mais une fois que tu as observé, tu as compris ce qu'il fallait que tu arrêtes de faire et que tu le fais pas et que tu renonces, là, tu es en mode, bah voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mhm. Maintenant, j'attends. Ok, super. Bah, je pense que ouais, complètement lâcher prise, c'est dur. C'est un concept, là aussi, pour les Oui, c'est anxieux. trop vague, mais pour moi, comprends que c'est un sacrifice de Ouais. lâcher prise, Morgane. Non, mais, Tu sacrifies quelque chose, c'est douloureux. C'est pas censé être quelque chose d'incroyable qui te fait te non. sentir soulagé directement. Oui. Lâcher prise, c'est au début, t'as pas envie. Mhm. En fait, tu n'as pas du tout envie de lâcher prise. C'est la dernière fois que tu as Parce que envie t'es de faire. mal. Parce que ton anxiété te dire, Mhm. faut pas lâcher prise, tu vois. Tout ton corps, toutes les cellules de ton corps te disent, il faut pas que tu lâches prise, tu vois. Donc, c'est très bizarre quand tu le fais la première fois, tu Ouais. vois. Et c'est juste qu'en fait, tu le fais. T'as l'impression que tu vas mourir, des fois. Mhm. Vraiment. Premier degré. D'accord. Tu te dis, là, je suis en train de laisser l'anxiété gagner, en fait. Tu vois. C'est ce que tu te dis. Et 5 minutes après, tu n'y penses plus. T'es en Ouais. mode, mais là, je comprends rien, là. Donc, du coup, maintenant, en fait, j'ai arrêté de me battre et en fait, maintenant, j'ai gagné, tu vois. Donc, t'es en mode, mais donc, j'ai rien compris, en fait, tu vois. Et après, tu t'entraînes, tu vois. Après, c'est de l'entraînement et au bout d'un moment, Vraiment. tu finis par saisir. Ok. Mais pour moi, le mot synonyme de accepter, c'est la patience. Tu patientes, t'attends. Ouais. T'attends que ça passe. T'attends que ça Bah, passe. on Et en aimerait. fait, toute la science vient dans comprendre ce que tu fais au lieu d'attendre, tu Mhm. vois. Et ça qui est difficile, c'est qu'il y a plein de trucs que tu fais au lieu d'attendre, et donc du coup, si tu as juste à identifier ce que tu fais au lieu d'attendre. Et au bout d'un moment, tu vas comprendre ce que tu fais au lieu d'attendre, tu vas l'arrêter, et du coup, tu pourras plus que juste attendre. Tu vois. Ok. D'accord. Ok. Non, mais c'est très Voilà. clair, je pense. Ce concept. Ça t'a aidé ce call ou pas, Ah, Morgane, complètement. personnellement? Complètement. Ça a permis de remettre un regard un peu sur ma situation actuelle parce que bon, les Mhm. symptômes, tu te dis, se déplacent, ils Mhm. évoluent et ça, c'est important de le dire. C'est que on peut avoir un tag et puis après avoir des tocs. Enfin, tout est un peu lié Mhm. finalement. Comme tu dis, il n'y a peut-être pas de classification à avoir et que c'est un Mhm. même problème général Oui. qui se réunit. Donc ouais, ça m'a aidé et j'espère aussi que ça a aidé les auditeurs. Moi, d'en parler, c'est important pour moi d'en parler en tant que Mhm. personne, on va dire, publique, même si Mhm. je suis pas quelqu'un de super connu, mais voilà, dans une moindre mesure, j'étais content de montrer que la réalité, c'est que des personnes. Et j'ai l'impression qu'aussi, beaucoup en ce moment, chez les créateurs de contenu, il y a une vague de les Mhm. influenceurs, les youtubeurs, il y a une vague de dépression, il y a une vague de troubles anxieux qui explosent. Je trouve que Mhm. les algorithmes ne sont pas pour rien. Mhm. Et voilà, moi, ça me fait craindre un peu dans les prochaines années une hausse, on va dire, un développement important de l'anxiété. Alors, toi, tu dis que ça va s'arrêter. Moi, Non, justement, pour moi, justement, on va tellement en parler qu'on va finir par trouver une solution, tu vois. ouais, bien sûr. Enfin, pour moi, on a déjà trouvé la solution, on va juste répondre à la solution, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, Ouais. moi, t'inquiète pas. Pour moi, justement, une très bonne chose. Ouais. Mais c'est courageux, en tout cas, c'est très courageux de faire ce que tu fais. Non, Parce merci, ça me tenait que à cœur de le faire. pas beaucoup de gens auraient le courage de faire ce que as fait aujourd'hui, tu vois, d'avouer que tu es dans un hôpital psychiatrique et Mmh. tout. Mmh. Donc, je suis admiratif de tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer le starter pack. Ouais, avec Je vais te plaisir. l'envoyer pour que tu aies le journaling, le template Avec de grand journaling, plaisir, ouais, carrément, les merci. ressources de méditation, parce que je pense qu'il te manquait ça, en Oui, fait, je pense. Morgane. Il te manquait aussi Ouais. la routine. La routine. Il te manquait le plus Mmh. important, tu vois. Et donc, je vais te l'envoyer. Et maintenant, ce que tu as à faire, ta prescription, entre guillemets, c'est de te lancer dans la routine de guérison. Ok. Tu cales tes 2 moments d'anxiété, tu les fais. Et honnêtement, tu te rends pas compte à quelle vitesse tu peux guérir. D'accord. Si tu fais ça, Ok. vraiment. Bah, super. J'essaie de te motiver autant que je Ouais, peux mais carrément, c'est cool. parce que je vois les résultats tous les jours. Tu vois, Mmh. encore il y a quelques jours, j'ai remis en story une cliente qui avait enfin commencé la guérison et qui avait, je sais plus ce qu'elle me disait, elle avait réduit de 9 sur 10 à 5 sur 10 ses anxiétés en Mmh. quelques semaines. Donc, ouais, je vais t'envoyer ça Merci et beaucoup. comme ça te lancera et on se refera un deuxième call de façon
quand tu auras bien avancé, comme ça on pourra suivre un peu tes guérisons. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Et si je peux dire un dernier petit mot avant de finir, s'il y en Dis-moi. a qui ont envie de parler de ce dont j'ai parlé, s'il y en a qui se reconnaissent ou qui veulent en parler avec moi, qui n'hésitent pas à me contacter sur Instagram, Jorixio. Vous me trouvez assez facilement et vous m'envoyez un message, j'essaierai d'y répondre. Mais je pense que ça peut être bien aussi d'échanger en tant qu'anxieux, de se soutenir déjà, et puis d'échanger. En tout cas, n'hésitez pas, la porte est grande ouverte. Bah, c'est super gentil de proposer ça. Et si tu veux, Mangan, j'ai un Telegram, un safe place à abonner, Ouais. que tu peux join si tu veux. D'accord. Ou c'est sur Telegram, c'est un groupe où il y a des gens qui Ouais. se mettent pour discuter entre eux. Donc Ok. si tu veux Ouais, carrément. joindre, c'est ouvert pour tout le monde, donc y compris vous qui écoutez ce podcast. Donc voilà, je pense on va s'arrêter là. Donc merci Super. à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. J'ai beaucoup aimé ce podcast, Morgan, Pareil. parce Ouais, qu'on a c'est exploré des sujets assez intéressants. Ça m'a permis vraiment de revenir aux bases, bah, aux bases des bases. Donc c'est cool, j'ai hâte de voir comment toi tu vas progresser. J'en fais aucun doute, je m'inquiète pas pour toi en vérité. Et puis voilà, hein. Donc encore une fois, merci à vous. Si vous voulez participer au podcast, il y a le lien. Donc soit vous m'envoyez un DM sur Insta, soit vous avez le lien dans le Beacons, le lien que vous avez accédé pour écouter ce podcast. Et puis ce sera un plaisir de vous avoir. Et puis encore une fois, merci Morgan, hein. Merci Arthur pour ce super podcast. Yes, et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.